Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir au Centre Pompidou pour cette manifestation organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec l'homme et l'animal. L'animal et l'homme. Donc c'est une séance que nous présentera Yolène Delabigne, elle va l'animer, elle va présenter nos invités. Yolène Delabigne est donc journaliste et c'est la fondatrice de la première université d'été de l'animal. En fait, cette université a donné lieu à une publication chez Larousse. Deux des auteurs présents dans cette publication sont nos invités et se sont joints à eux également deux auteurs de livres proches de ce thème, de l'intelligence animale. À l'issue du débat, devant la petite salle, il y aura une séance de vente signature des ouvrages de nos invités. Par ailleurs, je voulais aussi vous demander de bien vouloir remettre les petits questionnaires qu'on vous a donnés à l'entrée de la salle, parce que ça nous permet d'améliorer l'information sur nos événements. Donc voilà, si vous voulez bien les déposer en sortant. Et je laisse la parole à Yolène Delabigne. Merci. Merci Isabelle. Eh bien merci, parce que c'est pas évident à Paris d'avoir à 19h une salle comme celle-ci, donc je suis enchantée. Merci beaucoup de votre présence. Donc on va parler en effet d'un sujet, comme on le dit, dans l'air du temps, espérons qu'il reste dans l'air du temps longtemps. L'intelligence animale, qui est un sujet qui touche tout, en fait, qui est à la fois scientifique, mais politique, économique et même philosophique, et qui est en tout cas un sujet qui est révolutionnaire et qui révolutionne vraiment notre façon de penser. Alors, je vais vous présenter nos invités. Bon, Tariq Tchetchak n'est pas là. À mon avis, il va arriver. Il est toujours dans le monde entier. Donc, normalement, il revient encore de je ne sais pas où. Normalement, il est là. Donc, c'est un spécialiste du biomimétisme et du je vais y arriver. 1, 2, 3. Biomimétisme, c'est un métier. Et il travaille pour l'équipe Cousteau. Alors, en attendant, donc Norin Chai. Alors, je le présente d'abord. Je commence par les garçons. C'est pas bien, mais c'est parce que c'est avec Tariq. Il fait partie, pardon, Emmanuel. Il fait partie des co-auteurs, donc du livre, comme Isabelle l'a dit, des conférences qui ont été extraites de l'université d'été de l'animal, qui étaient vraiment passionnante, je peux le dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc toutes ces conférences étaient incroyables, tellement ce qui était dit était intéressant. Du coup, on s'est dit qu'il fallait vraiment en faire un livre pour que ça reste, parce que c'est vraiment le but de l'animal et l'homme, c'est que ça reste, que cette parole soit portée et que si possible, elle change, elle modifie notre regard sur le monde et notre façon de nous projeter sur cette terre. Ensuite, donc Emmanuel, place aux filles, Emmanuel Puydebas, donc qui est biologiste au CNRS et qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui vient de sortir un livre très intéressant qui s'appelle Intelligence animale, cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant, qui est donc assez proche, mais enfin là, du point de vue plutôt scientifique pour le coup, donc c'est chez Odile Jacob. Et puis Éric Baratet, alors là c'est différent parce qu'Éric Baratet est historien. Il est professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des animaux à l'université Jean Moulin Lyon 3 et il vient de sortir chez Odile Jacob, aux éditions du Seuil, excusez-moi, Biographie animale, des vies retrouvées. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'il fait des biographies d'animaux, c'est gonflé, c'est très compliqué au niveau, je pense que d'un point de vue historien, c'est un sacré travail. Et là aussi, eh ben, il travaille l'air de rien sur l'intelligence, sur ce que pensent les animaux, comment ils s'adaptent au monde des hommes, etc. Alors ce que je vous propose, comme on a vraiment des belles personnes, comme on dit, et des gens passionnants, c'est de leur laisser vraiment un petit peu de temps pour qu'ils se présentent et qu'ils présentent leur travail. Je pense que c'est important que vous les connaissiez bien. Puis après, on va parler, et il y aura bien sûr des questions dans la salle, parce que je pense que vous aurez plein de choses à nous demander. Donc bah, Emmanuel, là, c'est toi qui commences quand même. Hein. Donc si tu peux nous expliquer en deux mots ton métier et qui tu es, et puis ton livre, qu'est-ce que tu as voulu, parce que là aussi tu t'es battu pour l'éditer, oui, ce livre, et c'était pas facile à l'époque ce sujet. Non, c'était pas facile. Alors moi je suis donc chez Emmanuel Puydebas, je suis directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle.
Et moi, ce qui m'intéresse depuis très 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 longtemps, bien avant le bac, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait l'homme, de par son comportement et notamment de par l'utilisation d'outils. Est-ce que c'est vraiment l'utilisation d'outils qui fait l'humain? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est lié à des caractères morphologiques? Est-ce que c'est lié à des caractères comportementaux dans la recherche de nourriture, etc. Donc moi, ce qui m'a intéressé depuis le début, c'est de comparer les capacités à manipuler et à utiliser des outils chez les primates d'abord, puisque c'est ce qui me semblait le plus proche des humains au départ. Et puis petit à petit, j'ai souhaité comparer avec d'autres animaux. Alors on peut peut-être montrer, j'avais proposé des films, on peut peut-être montrer des exemples, par exemple des ouvertures de boîtes, des exemples de manipulation que j'ai pu tester d'ailleurs à la ménagerie. Donc là, vous avez un petit singe capucin. Donc vous voyez, il y a une petite boîte, dedans il y a une noix. Alors il y a un petit système de fermeture. Et dès le premier essai, vous voyez le petit singe capucin qui soulève son loquet, qui va ouvrir la porte et qui va récupérer sa nourriture. Alors moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est d'essayer de comprendre le nombre d'échecs qu'il rencontrait pour réussir à ouvrir sa boîte, et puis de comparer aussi avec d'autres animaux. Là aussi, ce sont des perroquets de la ménagerie, je fais honneur. Hein. Et donc là, vous avez un perroquet, pareil, il doit ouvrir sa boîte. Et là, ce qui m'a énormément intéressé, c'est d'essayer de comprendre ses capacités à coordonner. Parce qu'en fait, le perroquet, pour ouvrir sa boîte, il va utiliser son bec, il va utiliser sa patte, vous voyez, pour stabiliser la boîte, et il utilise aussi sa langue. Donc en fait, il y a une coordination entre 3 organes, la patte, le bec et la langue. Donc c'est extrêmement compliqué d'un point de vue de la coordination. Et il y arrive très bien. Enfin, alors évidemment, moi je vous montre des films qui fonctionnent. Hein. J'ai comparé des ouvertures de boîtes chez plein d'animaux, pour l'avoir testé aussi chez les pandarous de la ménagerie. Donc pour vous donner un exemple, ils ont mis beaucoup leur odeur. Voilà, c'est ma boîte, ce sont des carnivores, ils sont très territoriaux, c'est ma boîte, mais ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Alors après, ce qui m'intéressait aussi, bien sûr, c'est l'utilisation d'outils. Et là, je voudrais vous montrer deux exemples. Un premier exemple, ça c'est un travail que j'ai fait il y a longtemps aux Eaux de Beauval, où en fait on avait mis au fond de trous, on avait mis des figues, oui, avec l'animalier, on avait mis des figues écrasées au fond des trous, et puis on leur a donné des branches, et ce sont des gorilles, et dès le premier essai, ils ont réussi à extraire de la nourriture. Et ça, c'est un test qu'on a fait que Ameline Bardot a fait, elle est dans la salle, la coquine, qui a fait sa thèse sur l'utilisation d'outils chez les grands singes. Et donc ça, c'est un dispositif qu'elle a testé pendant sa thèse. Donc elle a placé des labyrinthes sur des grilles dans différents parcs zoologiques. Donc elle a travaillé sur les bonobos, les orang-outans, les gorilles. Et donc en fait, l'idée, c'était de mettre plein d'obstacles sur le labyrinthe et de voir comment les individus allaient choisir des outils appropriés ou pas. Les bonobos ont choisi par exemple des outils très courbés, ce qui leur permettait un meilleur bras de levier pour amener la noix. Et nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans la thèse d'Ameline, c'est d'essayer de voir quelles étaient les capacités différentielles des espèces pour récupérer la noix. Comment est-ce qu'ils manipulaient l'outil? Comment est-ce qu'ils repositionnaient l'outil dans la main? Et ça a été extrêmement intéressant. Et si on prend en compte le meilleur essai entre les grands singes et les humains, parce qu'on s'est aussi amusé à tester des humains, adultes comme enfants, les humains n'ont pas forcément fait mieux sur le meilleur essai, en tout cas. Donc voilà, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ça. Et dans cet ouvrage, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'essayer de rassembler les travaux que j'avais pu faire sur l'outil, sur la manipulation, et aussi de rassembler le travail d'autres chercheurs, français ou dans le monde entier, sur ce qu'on peut appeler l'intelligence animale. Alors là, j'imagine qu'on est 4, on aurait probablement 4 définitions différentes. Il y aurait probablement autant de définitions différentes dans la salle. Dans les années 80, ils ont réuni... Ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions. Parce que c'est vachement important. Dans les années 80, ils ont mis 20 psychologues dans une pièce et ils leur ont demandé de définir l'intelligence. Il y a eu 20 définitions différentes et c'était uniquement des psychologues. Donc je vous laisse imaginer les définitions entre biologistes, anthropologues, psychologues, historiens. Donc c'est extrêmement difficile. Moi, la définition que j'ai voulu utiliser dans ce livre, c'est une définition, disons que voilà, du vivant, disons, qui peut définir l'intelligence comme un comportement adaptatif qui va permettre à un individu d'en extraire un bénéfice, sachant que le plus beau bénéfice en milieu naturel, c'est probablement la survie. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est de remettre l'humain à sa place, c'est-à-dire une goutte d'eau dans le monde animal, une goutte d'eau dans l'évolution, et d'essayer de faire réfléchir sur cette idée qu'on a de cette hiérarchie de l'intelligence, avec les plus stupides au début de l'apparition de la vie vers les plus intelligents. Pour moi, cette vision, elle est erronée, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Alors, pour montrer que vous me dites pour l'heure, parce que moi, je continue, moi.
Pour vous donner un exemple de cette vision erronée, je vais vous donner un exemple, vous pourrez facilement le trouver sur Internet. C'est un babouin qui se fait poursuivre par une lionne. Et pour fuir cette lionne, à un moment donné, il monte dans l'arbre. La lionne reste au pied de l'arbre, elle attend. Et première réaction du babouin, c'est de prendre des branches et de les lancer sur la lionne. Alors spontanément, nous, en tant qu'humains, on va se dire, enfin moi, en tant qu'humain, qu'est-ce que je vais me dire? Incroyable, il utilise des branches comme un outil, comme une arme finalement, pour faire fuir la lionne. On trouve que c'est super complexe. Et en fait, la lionne... Les branches, elle s'en fout quand même, la lionne. Alors justement, elle se prend quand même quelques branches sur la tête, hein, si vous allez voir sur Internet, mais elle reste en fait. Et l'étape d'après du babouin pour faire fuir la lionne, c'est de lui faire pipi dessus, et ça fonctionne très bien, la lionne part très vite. Et en fait, ce qui me plaît dans cet exemple-là... Il y a des rues à Paris où elle n'irait pas, alors. Je l'ai vu partout. Je ne partirai pas dans ce genre de débat. Ce qui me plaît dans cet exemple-là, c'est que d'un point de vue purement du comportement, je pense qu'on serait assez d'accord, utiliser un outil comme projectile pour lancer sur une lionne, on a l'impression que c'est plus compliqué que de faire pipi, mais finalement, ce qui a fonctionné, c'est de faire pipi. Et ça m'intéresse comme exemple, parce que ça montre vraiment que ce n'est pas forcément le comportement qu'on aurait de nous, idée les humains, qui est le plus complexe, c'est pas forcément le plus utile et le plus efficace. Et je trouve que c'est un bon exemple pour résumer cette idée de manque de hiérarchie de l'évolution de l'intelligence qu'on peut parfois avoir. Il y en a plein d'autres, hein, des exemples comme ça. Juste, ce qui est bizarre, parce que je comprends pourquoi elle est partie, en quoi ça la gênait en soi. C'est bizarre, mais pourquoi ça serait intéressant de moi, savoir. j'aime pas trop, mais... Non, mais enfin, quand t'as faim et qu'il y a un gros steak là-haut, tu peux supporter ça? Il y a des steaks ailleurs, probablement. D'accord. Il y avait des steaks donc ailleurs. Elle n'avait pas très faim, quand même. Oui, elle n'avait pas très faim, c'est possible. D'accord. Bon, merci beaucoup, Emmanuel. De toute façon, on va revenir et on va développer. Oui, d'autant plus que tu nous diras Enfin, du coup, je me suis mis à la tutoyer. On se tutoyait pas, bien, en fait. Oui, je suis très à bien. l'aise, la fille. Désolée. Non, très bien. Surtout que tu as eu du mal au départ. Hein. Tu m'as dit que c'était pas évident, ce livre, par rapport au milieu scientifique dont tu fais partie. Alors, c'est vrai que dans le milieu scientifique, la première réaction que j'ai eue quand certains collègues ont appris que j'allais écrire un livre sur l'intelligence, j'en étais déjà aux 2 tiers. Hein, comme ça, je prenais pas trop de risques pour changer d'avis, pas changer d'avis. On m'a dit, t'es dingue. Voilà. C'est les premières réactions que j'ai eues. T'es dingue. D'abord, l'intelligence, c'est pas définissable. En même temps, je voulais pas faire un livre sur les capacités cognitives, parce qu'il y en a. Et puis, j'avais pas envie de rentrer dans les fonctionnements du cerveau, ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était d'utiliser une définition qui était globale pour pouvoir donner un maximum d'exemples possibles. La navigation, la mémoire, l'utilisation d'outils, l'altruisme, l'empathie. Ça permet vraiment de parler d'énormément de comportements fascinants dans le monde animal. Donc, c'est vrai que la première réaction, ça a été « t'es dingue ». C'est casse-gueule, pardon, je dis des gros mots, mais pardon pour les enfants. Mais voilà, parce que c'est vrai que le mot est difficile à définir. C'est un concept qui implique énormément de choses. Et puis, des fois, de montrer que l'animal, l'animal, on en est, hein, mais des fois, de montrer que certaines espèces font mieux que nous, ça dérange encore. Voilà. Alors justement, dans ceux qui ont bien du mal dans leur milieu, je pense que Éric Baraté peut nous en parler, parce que ça n'a pas dû être très facile dans le milieu de l'histoire. Vous me racontiez que vous aviez démarré, ça fait 30 ans, Donc juste un petit mot là-dessus, et après on parle de votre livre qui est lui aussi absolument passionnant. Je vous le conseille vraiment. Mais rien à voir. On va voir, ça n'a rien à voir, votre livre. Oui, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Oui, moi je suis historien. Alors je travaille effectivement depuis 30 ans sur l'histoire des relations entre les hommes et les animaux. Et comme comme certains autres gens des sciences humaines qui se sont mis à ce sujet, on est quand même peu nombreux, je l'avais pris par le versant, ce que j'appelle le versant humain de l'affaire, c'est-à-dire en fait comment les hommes pensent les animaux, comment ils les représentent, comment ils en parlent, comment ils les utilisent. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis dit que ça ne suffisait pas pour bien comprendre l'histoire des relations entre les hommes et les animaux. Si on en reste sur le versant humain, on sait tout des hommes, très bien, mais on ne sait rien des animaux. Et ça ne permet pas aussi de voir comment ça se passe réellement et complètement dans cette histoire des relations entre les hommes et les animaux. On a trop tendance à penser que dans ces relations, il n'y a qu'un acteur, c'est l'homme, et que l'animal serait plus ou moins passif, et qu'il n'y aurait donc qu'un sens dans la relation. Et en réalité, on a bien 2 acteurs et la relation va dans les 2 sens. Et donc, il faut l'appréhender dans sa complexité. D'où l'idée de passer, depuis une dizaine d'années, sur ce que j'appelle le versant animal de la relation entre les hommes et les animaux, et d'essayer d'adopter le point de vue, au sens large du terme, des animaux,
avec un premier livre donc en 2012 sur le point de vue animal, montrer qu'on pouvait écrire une histoire très différente en prenant ce point de vue animal, donc avec des exemples comme les chevaux de mine au XIXe siècle, les vaches laitières du XIXe siècle à nos jours, les chiens de compagnie, les taureaux de corrida et les animaux dans la Première Guerre mondiale. Et ce sujet-là, les animaux dans la Première Guerre mondiale, j'en ai fait ensuite un autre livre à part entière sur les bêtes des tranchées pour voir comment elles ont vécu cette utilisation forcée, finalement. On les a enrôlées sans trop leur demander leur avis, évidemment, et comment elles ont vécu, elles, cet enrôlement de leur point de vue, en essayant donc de travailler, de croiser les documents. On a beaucoup de documents humains, d'anciens combattants, de vétérinaires, etc. Croiser ces documents avec ce qu'on sait actuellement en matière d'éthologie, de vétérinaire, de physiologie, etc. Et on s'aperçoit que les hommes de l'époque regardaient assez bien et qu'on arrive à trouver pas mal de choses. Et donc la dernière étape, c'est ce livre de biographie animale, récemment paru, où j'ai essayé de prendre le niveau individuel. Auparavant, je travaillais sur des groupes, mais l'intérêt, c'est aussi de travailler sur les individus. Les éthologues considèrent de plus en plus que ça devient l'échelon intéressant. L'éthologie hongroise, l'éthologie canine hongroise, qui est sans doute la meilleure école d'éthologie actuellement, considère que l'espèce n'est plus le niveau intéressant pour étudier, mais c'est l'individu. Ça vient évidemment des découvertes sur les inventions animales, sur ce qu'on appelle les cultures animales, sur la notion d'inventeur. Dans une invention, il y a toujours un inventeur, donc s'intéresser aux individus. Et là, ce qu'on peut faire, évidemment, au niveau historique, c'est de prendre des individus, alors des individus pour lesquels on a des documents, et d'essayer de voir comment ils ont vécu cette relation entre les hommes et les animaux. Concrètement, pour vous donner une idée, 2 exemples. Le premier, c'est le singe consul que vous avez là, qui a été singe savant au zoo de Manchester dans les années 1890. Et on voit très bien, donc il est venu pour... on a voulu en faire un singe humanisé, parce que l'idée de l'époque, c'était qu'il fallait humaniser les animaux les plus proches de l'homme. Mais on voit très bien qu'il collabore, il s'adapte à tout cela. Et là, on voit bien le côté tempérament individuel et le côté adaptation individuelle, donc intelligence particulière, puisqu'il apprend très vite. Alors, donc, il est habillé à l'anglaise, il mange à l'anglaise, il prend le thé tous les jours. C'est ça que le public vient voir. Mais il apprend très vite, ou du moins, il arrive à persuader les gens du jardin zoologique à le laisser sortir de sa cage. Et il se promène dans le jardin zoologique, il marche sur ses 2 jambes, il marche comme un homme. Et il apprend très vite à nourrir les autres animaux. Sa petite joie, c'est de lancer des cacahuètes aux autres singes, aux éléphants, aux rhinocéros, etc. Et puis, il accède aussi à l'hôtel, puisque ce jardin, c'est un peu le Disneyland de l'époque. Il y a un hôtel, donc il accède à l'hôtel, il peut manger à midi avec les invités. Il va même au pub, où là, il fume la pipe bourrée avec du thé, il boit sa limonade, à côté des gens qui lisent le journal. Et on voit très bien qu'en fait... Alors, est-ce qu'il prend plaisir à cela? C'est difficile à dire, mais au moins, ce qui paraît évident par les documents, c'est qu'il comprend très bien que c'est le meilleur moyen d'améliorer sa condition, de sortir de sa condition de singe en cage dans les conditions de l'époque qui sont très, très difficiles, avec une mortalité énorme, et pouvoir améliorer sa condition, améliorer sa nourriture, pouvoir sortir, se promener, regarder ce qui se passe, jouer avec les gens. Et donc, évidemment, il n'a pas du tout le rôle d'un singe en cage, alors qu'au même moment, il y en a qui ne veulent pas collaborer et qui dépriment au contraire et qui meurent très rapidement. Donc ça, c'est Consul. Et puis le deuxième exemple que je vous présente très rapidement, c'est la girafe de 1827, cette célèbre girafe qui arrive d'Égypte, qui arrive à Marseille et qui va remonter toute la vallée du Rhône à sabot, à pied, avec une escorte jusqu'à Paris, pour la ménagerie du Jardin des Plantes. Et on a des textes de naturalistes qui l'ont observé. Et avec ces textes, on voit comment elle s'est adaptée à cette épreuve et comment finalement cette
cet itinéraire, cette marche, a été une sorte de rencontre entre deux mondes, entre elles représentant le monde des giraffidés, et puis les habitants représentant les occidentaux, les humains, avec son lot d'incompréhension, d'adaptation. Et on voit très bien là aussi qu'elle a le tempérament pour s'adapter, alors qu'au même moment, il y a d'autres girafes qui meurent en route de dépression, qui n'arrivent pas jusqu'en Europe. Elle, c'est la première girafe qui arrive vivante en Europe, au moins depuis l'Empire romain. C'est un véritable événement en Europe. C'est comme si on promenait de nos jours un extraterrestre. Les gens n'ont jamais vu ça, donc tout le monde se précipite. Et on voit bien cette relation faite d'incompréhension, d'ajustement réciproque. Les gens apprennent petit à petit à se comporter avec elle, et elle-même, elle apprend. Il y a des choses qu'elle n'ose pas faire, ou elle ne veut pas manger en public à Marseille, mais ensuite, le long du chemin, elle apprend à manger en public. Et on voit comment se mettent en place des adaptations. Elle fait tout le voyage avec ses vaches, puisqu'elle a pris l'habitude, depuis sa capture, de ne boire essentiellement du lait, pas que du lait, mais essentiellement du lait, tiré du lait chaud, tiré des mamelles, donc au départ de sa mère, puis ensuite de chamelles, puis ensuite de vaches. Et donc il lui faut des vaches qui font le voyage avec elle, parce qu'elle ne veut pas le lait froid, il lui faut tiède, juste sorti des mamelles. Et ces vaches vont en fait la rassurer, et les hommes le comprennent très bien. Et lors du voyage, ils vont placer les 2 ou 3 vaches devant la girafe, et ça va permettre en fait pour elle de se rassurer, et pour les hommes de la contrôler. Et le seul jour où on ne fait pas ça, c'est à Lyon. Il y a tellement de monde qu'on renonce à sortir les vaches. On met plutôt devant un cordon de cavalerie, de gendarmes à cheval. Et les chevaux, en fait, prennent peur de cette girafe. Et on a plein d'autres témoignages à la même époque qui montrent que les chevaux n'aiment pas bien cette girafe. Donc ils s'emballent, la girafe s'emballe derrière, les Lyonnais qui sont derrière s'emballent aussi, et tout le monde se met à tourner autour de la place Bellecour, la statue de Louis XIV, jusqu'à ce qu'elle s'arrête petit à petit. Et donc là on voit bien, je souscris tout à fait à cette idée d'intelligence dans sa définition assez abstraite d'adaptation, et on voit bien les capacités, les qualités d'adaptation qui sont à la fois des qualités d'espèce, mais qui sont aussi et souvent surtout des qualités individuelles. Et donc il est important maintenant de réfléchir sur les individus actuellement, sur les individus actuels, mais aussi sur les individus dans le temps, pour comprendre les phénomènes, par exemple, de génération animale. Un chien du 19e siècle ne vit pas les mêmes choses qu'actuellement, et donc il ne se comporte pas de la même manière. Et alors là c'est une petite critique, quand les scientifiques actuels étudient le singe ou le chimpanzé ou le chien, ils ont toujours tendance à croire qu'ils étudient le chien avec un grand L, un grand C. En fait, il y a de la contestation là. Ils étudient le chien. Vous êtes lancé sur un mauvais terrain là. Alors voilà, ils étudient le chien occidental de la fin du XXe siècle ou des débuts du XXIe siècle. Mais ils répondront évidemment. Voilà, je m'arrête là. Avant que vous passiez la parole à Norine, j'aurais juste que vous me donniez la date du premier livre d'histoire. J'étais scotché, moi, de lire ça. La première fois qu'on s'est intéressé à l'histoire de l'animal, il y a très peu de temps. Au niveau histoire, c'est 1984, c'est le livre de Robert Delors qui s'appelle « Les animaux ont une histoire ». Il est en poche si ça intéresse les gens, et à l'époque, c'est un espèce de discours de la méthode sur comment lancer cette... Alors, à l'époque, c'est plus une histoire humaine des animaux. Oui, bien sûr, mais déjà, on n'est pas pensé, vous avez imaginé comme on était en retard, c'est incroyable. Moi, parce que l'animal était un non-sujet. Ah c'est clair. C'est clair. Et alors, dernière petite chose sur Consul. Alors, ce livre est vraiment très intéressant parce que vous donnez à chaque fois le point de vue de la girafe. Par exemple, donc, elle sent... comment est-ce qu'elle peut comprendre des choses? La petite ânesse, là, il y a des choses très dures, parce qu'il y a des animaux, vraiment, on voit comment ils sont maltraités. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce que lui, cet animal ressent, peut comprendre par rapport à nous. C'est très perturbant. C'est vraiment intéressant, cette biographie animale. Et juste dernière chose, et après je te laisse la parole. Ce qu'il y a d'intéressant dans Consul, c'est qu'il a su s'adapter, mais il meurt tôt, c'est ce que vous dites. Il meurt jeune. Oui, parce que les conditions d'hygiène à l'époque dans les zoos sont très dures,
très mauvaise et il contracte effectivement une maladie et il meurt, oui, il a à peu près 5-6 ans. C'est un bébé, quoi. Enfin, c'est un ado, quoi, 5-6 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quand même terrible. Alors Norin Chai, donc c'est intéressant parce que vous avez vraiment 3 profils qui n'ont rien à voir. Alors Norin, lui, il est sur le terrain. Alors, enfin, vous aussi, mais enfin, là, il est vraiment sur le terrain. Il court le monde pour aller opérer un crocodile d'un glaucome et un lion qui a un petit problème, qui perd ses cheveux, qui perd sa crinière. Bref, il a un métier hallucinant. Donc, il est vraiment vétérinaire d'animaux sauvages et il nous a fait la joie donc, de venir à cette première université d'été de l'animal. Et là, tu es complètement d'accord avec ce que vient de dire Eric. Tu as beaucoup insisté, toi, dans ta conférence, sur le fait qu'il n'y a pas des animaux. Ça, je me souviens, tu disais, il n'y a pas des girafes, il n'y a pas des chiens. Il y a un chien, il y a Marcel, il y a machin, il y a... donc, vous êtes complètement sur la même longueur d'onde. Donc, raconte-nous un peu ta vie, ton œuvre. T'as 10 minutes. 10 minutes. Tu m'as dit 3 heures. Alors, oui, je suis vétérinaire à la ménagerie de Jardin des Plantes. Et mon approche au début est surtout vétérinaire, donc mon rôle c'est de soigner et traiter des maladies. Et alors j'ai lu ton livre, très très bien, il faut absolument le lire. Et autant toi, ta vocation c'était vraiment de comprendre le propre de l'homme à travers justement la manipulation de l'outil et dépasser l'outil pour justement montrer que d'autres espèces utilisent l'outil au-delà même des animaux. Et moi, ma vocation au début c'était rigolez pas, de sauver le monde. Donc de soigner plutôt. Il en faut, hein. Il a besoin de soigner le monde. Et du coup, mon approche veto, elle n'est pas simplement médicale ni chirurgicale, elle devient de plus en plus philosophique, holistique. Et justement, je retrouve plein de choses par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'individu. Maintenant, en part zoologique, lorsqu'on traite un orang-outan, on ne traite pas les orang-outans, mais on traite l'individu orang-outan qui devient une spécificité, une individualité propre. Et chaque animal possède sa propre intelligence. Et je vais rebondir sur une histoire, je ne pensais pas la raconter, par rapport à l'intelligence individuelle. Alors, lors d'une mission, j'ai rencontré un éléphant qui s'appelait Sambo. C'est un éléphant au Cambodge. Et son cornac, en fait, l'a connu très très jeune. Donc lorsqu'ils étaient jeunes, ils étaient toujours ensemble, cet éléphant et puis son cornac. Lorsqu'il y a la guerre au Cambodge, ils ont dû se séparer. Donc, lui a été dans les camps et puis les éléphants ont été réquisitionnés pour d'autres travaux forcés. Et les ans se faisaient battre, bien sûr, torturés. Et Sambo, donc c'est une femelle, elle a vu que ces éléphants qui n'obéissaient pas se faisaient torturer ou tuer. Et ce que me racontait le cornac, c'est qu'elle faisait semblant d'écouter les ordres, cette Sambo. Elle faisait semblant d'écouter ses tortionnaires jusqu'à ce qu'on lui laisse tranquille et puis qu'elle puisse s'échapper. Et des années plus tard, ce cornac a retrouvé Sambo et puis ils se sont retrouvés. Donc on part vraiment d'individualité, d'intelligence, d'innovation individuelle. Et vous savez bien que la science a fait des bonds grâce à des folies des hommes, des personnes qu'on n'a jamais crues, qu'on prenait pour des fous, et que finalement qui ont révolutionné. Donc je ne pense plus maintenant à une vision globale, mais vraiment une vision individuelle, et c'est l'individu, je pense, qui fait avancer. L'histoire des macaques du Japon, où c'est en fait un individu, une macaque femelle. Imo, une petite femelle Imo. C'est ça, qui a trouvé... Racontez-le, parce que tout le monde n'est pas au courant. Vas-y, raconte. Tu veux la raconter? Je raconte. Alors, c'est une île au Japon, une femelle qui un jour innove le fait de laver ses patates avant de manger. Donc, c'était la première à le faire. Ensuite, elle a été observée par d'autres congénères qui lui ont imité. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il n'y a pas simplement imitation de ces congénères, mais une véritable transmission, une culture. On parle de culture animale. Et toujours pareil, le saut, c'est un saut quantique, mais le saut évolutif part vraiment toujours de l'individu. J'ai absolument pas du tout prévu de parler de tout ça, en fait.
Ce que je voulais dire, c'est que la génération d'après, d'eux-mêmes, ils avaient tous les patates parce qu'ils avaient appris grâce à la fille. Et pas seulement dans ce groupe-là, mais dans les groupes aux alentours. Ouais. Et ça, c'était il y a longtemps. Hein. Ça a été publié dans les années 70. Dans les années 60, ou dès les années 60-70, on savait, il y a plein de chercheurs qui l'avaient montré, qu'il y avait justement des individualités. Et ce qui était intéressant dans le cas d'Imo, c'est que cette petite femelle a, des années plus tard, de nouveau innové, c'est-à-dire qu'on leur donnait du blé, et elle a lancé le blé sur l'eau, le sable a coulé, et le blé restait en surface et était justement plus agréable à consommer. Et pareil, de nouveau, ce comportement s'est généralisé au groupe et aussi au groupe de macaques aux alentours. Donc c'est de nouveau une individualité qui a permis la transmission de ce comportement pour un bénéfice, et ça va même plus loin chez ces macaques japonais. C'est que c'est des macaques qui au départ n'allaient pas dans l'eau, ils n'avaient pas l'habitude d'aller dans l'eau. Et voilà. Et à force de faire ces comportements-là, eh ben, ils se sont habitués à aller dans l'eau, et ils prennent même maintenant du plaisir pour y faire d'autres choses. Donc c'est un exemple vraiment très intéressant. Et pour parler d'intelligence, puisque c'est le sujet, pour moi l'intelligence c'est vraiment plus un concept, une véritable subjectivité en fait, puisque c'est vraiment la première chose. Dans le sens où, lorsque vous regardez les études comportementales ou d'intelligence, où on parle de facultés cognitives, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un sujet et vous avez une flopée d'étudiants qui regardent et qui observent et qui interprètent. Mais le sujet en lui-même, il sera toujours interprété. Le sujet ne sera jamais vous. Vous aurez toujours une vie biaisée par votre propre héritage culturel, votre propre héritage universitaire, votre propre sensibilité. Et du coup, ce ne sera jamais le sujet en lui-même qui sera vraiment étudié, ce sera toujours un biais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est lorsqu'on parle d'intelligence, on prend des exemples sur des individus. Dans ces cas-là, ce sont des anecdotes. Mais pareil, l'intelligence vous est intelligible parce que vous la comprenez. Je reprends. L'intelligence, vous dites qu'un animal est intelligent parce que vous comprenez ce qu'il veut faire. C'est pour ça que vous pensez que les éléphants, les grands primates sont intelligents, parce que vous comprenez, vous êtes plus proche, ça devient intelligible pour vous. Mais qui vous dit qu'un ver de terre est intelligent ou pas? Il y a plein de choses, plein de comportements, plein d'événements animaux qui existent autour de vous, autour de nous, et qui ne sont pas intelligibles, et pour autant, on ne parle pas intelligence. Et encore une fois, la notion d'intelligence, elle est intelligible parce qu'elle vous parle et parce qu'elle elle réfère à des références qui sont les vôtres. Et dès qu'on sort des références, elle ne vous parle plus. Et du coup, on dit que cet animal est stupide ou bête, alors qu'il est fondamentalement plus intelligent, ou entre guillemets, il a sa propre intelligence. Et ça, c'est un point, je pense que la plupart des universitaires n'ont pas forcément, parce que c'est un point qui parle à l'humilité de nous-mêmes. Et je pense que c'est un point qui devrait vraiment être en premier, en base. Donc, ce que j'apprends, c'est juste qu'un biais de l'observation, de l'expérience, qui est ma propre vision du monde. C'est clair, je suis complètement d'accord. Un jour, un journaliste m'a demandé quel était mon rêve. J'ai mis un petit peu de temps, parce que spontanément, ça ne m'est pas venu tout seul. En fait, ce serait d'un matin de me réveiller comme un orang-outan, le lendemain comme une fourmi, le troisième jour comme une sauterelle. Parce que malheureusement, à partir du moment où on étudie le comportement animal, d'emblée, on a un biais. Je ne suis qu'un humain. Donc je ne peux pas savoir... moi, effectivement, il y a certains comportements, je trouve ça incroyable, mais si ça se trouve, ce que je trouve incroyable pour la fourmi du Sahara qui sait naviguer sur 600 mètres dans le désert en trouvant des raccourcis, finalement, pour une fourmi, c'est peut-être juste la routine. Et pour nous, c'est énorme. Et effectivement, parce que moi, ça me parle. Et attention, moi, ça me parle à Paris, mais peut-être que ça ne parle pas de la même manière quelqu'un qui vit dans un autre pays. Donc il y a forcément un biais. Néanmoins, il faut quand même observer les comportements, il faut quand même essayer de les comprendre, il faut quand même essayer de les interpréter. Et l'individu, étudier l'individu, c'est juste une évidence, je suis assez d'accord. On voit encore le singe, on voit encore ce type de propos dans certaines publications, mais honnêtement, en biologie du comportement, on n'en voit plus beaucoup. L'individu, il est vraiment très largement étudié aujourd'hui. Il y a beaucoup de papiers qui parlent de la personnalité, le tempérament de la personnalité animale. Ne serait-ce que nous, dans notre laboratoire, à Mecadev, on a un élevage de microcèbes. On a plus de 400 individus. Pour travailler dessus,
sur plein de tests de comportement. Ils ont vraiment une personnalité. Vous allez avoir des individus très explorateurs, très courageux, avec des millions de guillemets, parce que là encore, c'est du vocabulaire d'humain. Et puis d'autres qui vont être beaucoup plus timides, on appelle ça dans les publications. On le voit très bien. On peut essayer après de faire des corrélations entre est-ce que les plus courageux sont ceux qui ne vont pas réagir avec de la peur face au miroir. Alors on leur fait faire des tests de miroir, c'est-à-dire qu'on les met dans une boîte, on met un miroir qui est caché au départ, on soulève le cache devant le miroir, et puis le microceps se retrouve face à une image de microcèbe. Bravo, merci, j'avais oublié. Et alors c'est dommage, j'ai pas le film, il était un petit peu trop lourd là pour le faire passer. Donc on soulève le cache et le microcèbe se retrouve face à un miroir. Et certains réagissent, sont effrayés, et puis d'autres, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc ce qui est intéressant après, c'est d'essayer de voir si ces peurs qu'ils ont, ou au contraire cette curiosité qu'ils vont avoir pour cette image dans le miroir, elle est liée à leur timidité, ou au contraire au fait qu'ils sont un petit peu plus timides. Donc à l'échelle de l'individu, vraiment on la prend en compte de plus en plus, même si je vois très bien de quoi vous parlez. Il y a encore ce genre de généralisation, heureusement c'est de plus en plus réduit, et l'individu, je ne me vois pas étudier le comportement animal sans prendre en compte l'individu, et je pense que pour tous les étudiants c'est une évidence aussi. Oui, alors c'est vrai que ça, on peut dire, c'est ce que j'appelle moi la diversité dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'à un temps donné, notre époque par exemple, les individus d'une espèce sont divers, d'où la notion de culture animale, la notion de différence d'un groupe à l'autre, etc. Ce que les éthologues ne voient encore pas suffisamment, certains y arrivent, par exemple les gens de l'éthologie, en éthologie canine y arrivent, c'est qu'il y a une diversité dans l'espace, par exemple au niveau des individus, mais il y a aussi une diversité dans le temps. Par exemple, si on reprend la notion d'invention, ce que vous avez dit sur les macaques japonais, obligatoirement, il y a un avant et un après. Il y a un avant la découverte et il y a un après la découverte. Et donc, historiquement, ça entraîne des changements de comportement. Et donc, cette diversité dans le temps, elle est aussi importante. C'est ce qui fait que nos chiens à nous ne se comportent absolument pas comme les chiens, la plupart des chiens du milieu du 19e siècle. La plupart des chiens du milieu du 19e siècle, ce sont des chiens errants, de profession errante, donc qui ont peu de contact avec les hommes, qui ne veulent pas même en avoir, ou des chiens vagabonds à la journée, un peu l'équivalent du chat de gouttière, qui va d'un maître à l'autre, des chiens utilitaires, des chiens de garde dans les fermes, des chiens de chasse, etc. Relativement peu de chiens de compagnie. Donc ils ont des comportements, ils sont dans un environnement humain et un environnement général très différent de celui des chiens actuels, et ils ont des comportements assez différents. Et donc, il faut aussi développer la notion, je dirais, de génération animale et voir que des individus peuvent être aussi différents, pas simplement à un moment donné dans l'espace, mais aussi dans le temps, de génération en génération. Alors, en fonction de leur vie, parce que c'est ce que vous montrez très bien dans votre livre. Alors, je vais peut-être un peu choquer les gens, mais il y a aussi une psychologie. Nous, la psychologie humaine, elle est assez récente, vous avez un siècle, quoi. Et ben, là, vous montrez que la girafe, elle a vu sa maman se faire tuer, tout d'un coup, elle n'a pas compris, heureusement, elle avait une copine avec elle. Enfin, je pense que tout ça, ça compte aussi pour l'animal. Bien sûr. Oui, et bien ça, sûr. On oublie, nous, mais c'est très important oui, tout à fait. Alors, ce sont des choses que maintenant, on découvre bien, que les gens de l'époque voyaient. Par exemple, la girafe de 1827, les rapports des naturalistes sont assez justes, parce qu'ils n'avaient jamais vu de girafe. Donc ils n'ont pas de préjugés dans la tête, et ils la regardent assez librement, et ils voient pas mal de choses. Alors il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, que nous maintenant, entre guillemets, on comprend mieux, et inversement. Et quand on croise les deux, ce que les gens de l'époque voyaient et ce qu'on sait nous, on arrive à des choses extrêmement intéressantes. Et sur cette girafe, on voit bien, effectivement, ce que vous disiez, c'est le fait, par exemple, que cette girafe, lorsqu'elle traverse les villes, par exemple à Aix-en-Provence de l'époque, c'est une ville encore très médiévale, avec des rues très étroites. Donc lorsqu'on la fait rentrer, il y a des gens au rez-de-chaussée, mais les gens se précipitent aussi aux étages des maisons pour pouvoir la voir de près. Et évidemment, ça crie, ça hurle, et on sait maintenant qu'elle était très stressée. Et elle se comporte d'une manière
avec la tête très haute. Elle a le comportement que l'on sait maintenant être le comportement de veille, d'alerte. Mais Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui est pourtant un naturaliste très renommé de l'époque, lui prend cela pour une certaine indifférence. Il parle de comportement majestueux. Et on voit bien là la différence l'incompréhension qui fait que, évidemment, elle vit quelque chose que lui ne voit pas. Mais il y a d'autres choses, au contraire, qu'il peut voir. Et c'est ça qui est intéressant, ces adaptations-là. Ce que je trouve intéressant dans le métier de veto, pour parler de comportement, vous avez déjà remarqué un chien qui sort d'une chirurgie et qui vient de se faire amputer, comment il est? Il marche normalement. Il marche sur 3 pattes, il est heureux. Vous voyez des vidéos d'un chien à 3 pattes courir sur la plage, heureux. Ce que je trouve super dans l'intelligence animale, c'est que plus tu creuses, enfin plus vous creusez, et plus vous arrivez à une certaine sagesse animale. On parlait d'empathie, d'altruisme, bien sûr. Et la sagesse animale, ça vous donne un coup de fouet sur la figure en vous disant « mais arrête quoi, regarde ce qu'il y a devant toi ». L'animal, lorsqu'il est amputé ou lorsqu'il est très malade, il va jamais se plaindre. Un chien qui est amputé ou un chimpanzé qui a un piège, enfin, j'en ai vu, ils ne se plaignent pas. Ils ont une souffrance, une douleur, une souffrance, mais ils ne vont pas se plaindre. Ils sont toujours sur le moment présent. L'animal vit toujours au moment présent. Et si vous pesez bien tous ces mots, vous verrez bien que toutes les sagesses humaines, c'est exactement ce que j'allais te dire. Toutes les sagesses humaines ont toujours cherché exactement. À vivre le moment présent. C'est la base de toute sagesse humaine. Et elle est devant nos yeux, cette sagesse. Elle est animale. Tous les animaux vivent le moment présent. Et si vous captez cette présence imminente de l'existence de l'animal, vous avez en vous une sorte de maître de la sagesse qui vous permet justement d'avancer dans votre propre chemin spirituel. Oui, pour aller dans ton sens, les sages nous disent souvent aussi se contenter de ce qu'on a, ne pas être dans l'envie, ne pas toujours penser à demain pour avoir mieux ou ne pas jalouser son voisin. C'est vrai que la plupart des animaux, enfin, tels qu'on les ressent, on a l'impression qu'ils se contentent de ce qu'ils ont, non? Est-ce que... Ou je dis des bêtises là? Moi, je crois que je ne suis pas encore à cette étape de la sagesse. Alors, tu sais, il y a plein de trucs. Regarde, il y a pas de... L'animal vit sur le moment présent dans le sens où il vit autour de son environnement. Il y a parfois des planifications, je suis d'accord, bien sûr. Il y a de l'anticipation, il y a des souvenirs, il y a de la jalousie, il y a de la rancœur, il y a des planifications stratégiques pour tuer un autre camp, comme chez les chimpanzés ou les fourmis, bien sûr. Mais il n'y a jamais de plainte, si tu veux, par rapport à... Je vois par exemple à des chiens, des chimpanzés qui sont... J'ai un chimpanzé au Congo qui a un piège. Il n'est pas en train de se plaindre en disant... alors tu vas me dire, je ne parle pas totalement chimpanzé non plus. Mais oui, puis il faut aussi comment dire, se remettre dans leur contexte à eux d'animal, où vous allez avoir des fois des animaux qui ne vont pas exprimer leur douleur pour aussi ne pas se faire repérer par d'autres prédateurs. Donc après, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est une stratégie, ça. Ça peut aussi être une stratégie. On ne sait pas non plus d'un point de vue physiologique. La notion de la douleur est très très compliquée à analyser chez l'animal. Et il y a des processus de la douleur qui sont aussi extrêmement complexes à interpréter. Oui, on est d'accord, il y a de la souffrance animale. Mais pour la démontrer, ce n'est pas toujours aussi simple. Et en plus, il peut y avoir des mécanismes physiologiques qui font qu'un animal ne va pas forcément exprimer cette douleur. Et alors, je ne me souviens plus exactement les mécanismes, mais il peut y avoir des blocages de l'expression de la douleur. Donc, c'est pas une plainte telle que nous, on peut l'apercevoir. Mais c'est clair qu'il y a cette douleur-là. Alors après, sagesse, pas sagesse, ça, je n'aurais pas les compétences pour en discuter.
Par contre, cette notion d'humilité, je la comprends totalement. Quand on travaille sur le comportement animal au quotidien, moi ça fait plus de 20 ans maintenant, l'humilité ça devient une évidence. Quand on voit tout ce qu'ils sont capables de faire, de subir, et même dans leur... moi je me souviendrai toujours d'un exemple à la vallée des singes, une petite femelle capucin qui a placé sa noix sous mon pied, qui a sauté sur mon pied pour faire casser la noix, pour que la noix elle se casse, tranquille. C'est plein d'exemples comme ça. Puis une autre fois, une femelle orang-outan qui m'a chatouillé l'oreille pendant plusieurs heures. Je ne m'en rendais pas compte, je me faisais ça pendant. Je pensais que c'était des mouches. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une femelle orang-outan dessus de moi qui me chatouillait. C'est pas toujours aussi rigolo pour les étudiants qui sont dans la salle. On se prend des fois quelques baffes, il y a quelques mauvaises surprises aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la surprise en permanence, dans l'étonnement, dans la tendresse, dans l'émerveillement. Il n'y a pas une journée passée avec les animaux, quelque espèce que ce soit, et quelque individu que ce soit, qui ne vous change pas votre journée, qui ne vous transforme pas. Et ça, c'est vrai que pour ça, je te rejoins complètement. Pour l'aspect sagesse, disons qu'il y a aussi quelques horreurs dans le monde animal. Horreurs avec des millions de guillemets, vues par un humain. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de l'étonnement en permanence et qu'on est surpris en permanence. Et ça c'est magnifique dans la vie. Éric Baratek ? Oui, pour rebondir, cette idée sagesse des animaux, elle a été beaucoup utilisée jusqu'au XVIIe siècle, où l'animal était vraiment un exemple, chez les moralistes, dans le clergé, par exemple, si vous lisez ou relisez l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, qui est un best-seller du XVIIe siècle, il y a des exemples d'animaux, des anecdotes d'animaux quasiment à chaque page. L'idée, c'est bien d'aller prendre une espèce de philosophie du côté de l'animal, avec le piège, évidemment, de faire beaucoup d'anthropomorphisme, beaucoup de projections. Et cette idée d'humilité peut entraîner aussi des incompréhensions. Je pense à l'ânesse Modestine de Stevenson. Je ne sais pas si vous connaissez ce récit de Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes, où il parcourt donc les Cévennes en 1878 avec son ânesse. Et on voit bien comment il reprend à son compte ce que racontent les paysans de la Haute-Loire, du Gard, etc., sur les ânes, et qu'il faut les battre copieusement, et que de toute façon, ils ne sentent pas la douleur, et il faut y aller avec à bons coups de bâton. Et ça vient en grande partie de ce que vous disiez, c'est-à-dire que cet animal, lorsqu'il est en situation de stress, de douleur, etc., il a plutôt tendance à se replier sur lui, à pas être démonstratif comme un cheval, mais plutôt à se replier, ce qui fait croire aux gens de l'époque que l'âne ne souffre pas. Et donc, il faut y aller encore plus fort pour obtenir quelque chose. Et on a ça aussi chez les taureaux de corrida. Il y a beaucoup d'aficionados qui sont persuadés que le taureau ne souffre pas. Hemingway, dans Mort dans l'après-midi, raconte qu'un taureau ne souffre pas plus, même moins qu'un homme qui se fait une entorse. Maintenant, on peut démontrer que ce n'est pas du tout vrai. Mais pourquoi cette certitude ? Parce que justement, le taureau dans l'arène va... Alors, ça dépend des individus. Il y a beaucoup de taureaux qui vont essayer non pas d'attaquer, mais de foncer pour s'enfuir ou d'écarter le danger. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, vont avoir un comportement de repli au début, mais de repli aussi lors des différentes phases. Et donc, même en le piquant ou en mettant des banderilles, on a l'impression qu'il ne réagit pas, d'où l'idée qu'il ne souffre pas. Et on sait maintenant, évidemment, que c'est pas du tout ça. Enfin, ça, même à l'époque, franchement, c'est parce que ça les arrangeait bien, parce qu'il suffit de voir... Oui. On voit bien que ça souffre quand même. Bien sûr, mais ça a été... Il y a des points de vue qui arrangent tout le monde, quoi. Oui, mais c'est vrai que ça a été longtemps... Le débat sur la souffrance animale a été longtemps un débat, difficile qu'on ne pouvait pas trancher parce qu'on n'avait pas de preuves sur la souffrance. Maintenant, on sait mesurer les sécrétions de toxines, etc. À l'époque, on ne le savait pas. Donc, c'était vraiment croyance contre croyance. Et puis, la souffrance animale est très, très récente. Même nous, en médecine vétérinaire, les analgésies, donc on anesthésiait en fait, lors d'une chirurgie sans analgésie sur pas mal d'animaux, les reptiles, les poissons, les amphibiens.
Maintenant, par exemple, on faisait une chirurgie, on mettait juste une kétamine ou l'isoflurane sans mettre un antidouleur. Et parce qu'on pensait que ça ne souffrait pas. Mais c'est assez récent. Mais vous savez, chez l'humain aussi, à une époque, il y a une vingtaine d'années, les bébés n'étaient pas opérés ils étaient opérés sans analgésie également. Donc c'est assez particulier. La fameuse idée du type à qui on donne un bon coup de whisky, on lui met un truc et puis on lui scie la jambe, c'est pas si vieux que ça. Hein, c'est terrible. Oui, on voit ça pendant la guerre de 14. L'armée française n'utilise pas l'armée française n'utilise très peu les analgésiques parce qu'elle veut voir et les médecins, les vétérinaires veulent voir la douleur. C'est pour eux un moyen de voir comment l'animal ou l'homme réagit. Si tu souffres, c'est que tu es un homme, quoi. Il y avait un petit peu ce côté-là, non ? Un vrai mec, un vrai soldat, ça devait résister à la douleur. On est peut-être un peu plus sensible quand même à ce genre de choses. On était beaucoup moins sensible à la douleur que maintenant. Ça, comme l'âne, il faut le taper parce que vous nous avez expliqué, c'était épouvantable. Elle est en sang, ça se voit bien qu'elle va pas bien, cette petite ânesse. Il fait semblant de pas. Alors il est entre deux eaux, comme c'est un Anglais, et il partage un peu le sentimentalisme anglais. Oui, mais c'est facile de le minorer si on n'a pas les preuves. Mais c'est vrai que pendant la guerre, alors par contre, l'armée anglaise, beaucoup plus sensible à la douleur, à la souffrance, à l'itinéraire individuel des hommes et des bêtes, l'armée anglaise utilise ces médicaments pour les opérations sur les hommes et sur les animaux. Alors que par exemple le cheval en France, lorsqu'on l'opère, il n'y a pas, au contraire, on veut voir comment ça marche, et on veut voir mais les hommes, c'est pareil, il y a un très gros retard entre les deux pays. Alors, c'est intéressant parce que déjà, quand vous parlez de sagesse, d'intelligence, etc., en fait, on a envie de vous demander qu'est-ce que c'est que le fameux anthropomorphisme, parce que c'est le grand truc. Ah là, faut surtout pas, il faut, etc. Et on disait tout à l'heure que vous parliez d'anthropomorphisme de moyens et l'anthropomorphisme de but, c'est ça, non ? De questionnement. De questionnement. Ouais. En fait, il y a un anthropomorphisme qui est utile quand même pour comprendre l'animal. Alors, il y a plusieurs anthropomorphismes. Alors, pour replacer pour le public, l'éthologie du XXe siècle s'est beaucoup focalisée sur la question de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est l'humanisation des animaux. Si vous repensez aux mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, on est en plein anthropomorphisme, puisque l'âne dit je, il écrit ses mémoires, etc. etc. Alors, évidemment, c'est un anthropomorphisme de projection. On a raison de le condamner parce qu'en fait, on nie la spécificité animale pour projeter les catégories humaines. Ça sert quand même à permettre la reconnaissance des animaux. Les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur ont quand même fait beaucoup, au moins dans un premier temps dans le monde bourgeois, pour une certaine reconnaissance de l'âne. Ça ne veut pas dire une connaissance. On ne peut pas connaître Cadichon ou un âne avec les mémoires de la comtesse. Par contre, elle en dit beaucoup sur les conditions des ânes au XIXe siècle. Donc ça, c'est l'anthropomorphisme de projection, où on plaque. Et puis, il y a un anthropomorphisme de questionnement, où on peut se dire, tiens, s'il y a telle capacité chez l'homme, est-ce que cette capacité n'est pas chez l'animal d'une manière ou d'une autre ? Ce qui peut être une manière totalement différente de l'homme. Et puis on voit apparaître aussi, je pense que vous pourrez aussi en parler, ce que les éthologues appellent l'anthropomorphisme de communauté. C'est-à-dire qu'avec certaines espèces très proches, les primates, les chimpanzés, voire les chiens, alors l'éthologie canine hongroise utilise beaucoup ça, en pensant que comme on vit en coévolution depuis très longtemps, eh bien, on a rapproché nos comportements. Et à ce moment-là, il devient intéressant de manier un certain anthropomorphisme de communauté. Ils ont montré que ça pouvait être intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est bien à 100%, mais que ça pouvait être intéressant. Ils ont montré, par exemple, que les maîtres, ils ont fait des expériences sur les maîtres et leurs chiens. Les maîtres comprenaient à peu près à 60-70% leurs chiens, ce qui n'est pas si mal que ça. Est-ce qu'on comprend à 70% notre conjoint, par exemple Pas toujours, je vous le confirme. Même souvent pas à 100% du tout. Voilà. Est-ce qu'on comprend les autres populations ? C'est bien tout le problème des ethnologues. Est-ce qu'on comprend très bien les autres populations ?
hein. Donc c'est pas si mal que ça, et c'est ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme de communauté. Hein, mais là, qu'est-ce que nos amis scientifiques c'est qu'est-ce que vous pensez de cette notion de l'anthropomorphisme qui revient tout le temps comme ça? Moi, ce que j'en pense, c'est une des premières choses qu'on apprend dans la théorie qu'il ne faut pas en faire, c'est-à-dire ne pas attribuer de vision humaine aux comportements qu'on observe. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on observe les animaux et où on essaye d'interpréter ce qu'ils font, on en fait de l'anthropomorphisme, forcément, parce que moi, je ne peux pas interpréter ce que j'observe avec un autre cerveau que le mien. Il est ce qu'il est, avec ses points forts et ses points faibles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un cerveau d'humain. Et ça, je peux rien y changer, malheureusement. J'aimerais bien étudier, quand j'étudie les orang-outans, j'aimerais bien les étudier avec un cerveau d'orang-outan. Quand j'étudie les perroquets, j'aimerais bien les étudier avec un cerveau de perroquet, mais je ne peux pas faire ça. Avec donc forcément, j'ai un biais. Ça va venir. Ah, peut-être, oui. Pour parler avec les dauphins. Oui. Après, il faut développer on peut essayer de développer des quantifications de comportements les plus objectifs possibles. C'est ce qu'on essaye de faire. On quantifie ce qu'on observe, mais à un moment donné, quantifier ce qu'on observe, c'est bien, mais comprendre ce qu'on a observé, c'est pas mal aussi. Et c'est au moment où on va basculer entre qu'est-ce que j'ai observé et qu'est-ce que ça veut dire, que là, on en fait de l'anthropomorphisme. On en fait forcément. Je ne connais pas, ou alors ce serait vraiment mentir que de dire on peut interpréter le comportement animal sans faire de l'anthropomorphisme. Après, c'est à quel degré on en fait. Et là, on est d'accord, il peut y avoir bien sûr des différences. Mais à partir du moment où moi j'essaie de comprendre un chimpanzé, un orang-outan, un perroquet, un pandarou, des écrevisses en ce moment, imaginez. Essayer de comprendre des écrevisses. On en fait forcément de l'anthropomorphisme. On ne peut pas faire autrement. Ce que vous dites est très avec des méthodes et des quantifications les plus objectives possibles. Mais ce que vous dites est très important parce que vous illustrez le retournement du monde scientifique et de l'Occident en général. Hein, parce que dire finalement je ne suis qu'un homme ou qu'une femme... Oui, c'est encore pire. Hein. C'est encore... J'osais pas le préciser, mais enfin bon... C'est prendre conscience que nous sommes qu'une espèce parmi les autres, que nous n'avons pas la connaissance absolue. Or, toute la science la science moderne qui s'est bâtie à partir du XVIIe siècle avec la révolution scientifique, s'était bâtie sur l'idée qu'on pouvait atteindre la connaissance absolue. Descartes, discours de la méthode pour bien rechercher la vérité, on peut y arriver. Et il y avait l'idée que finalement, l'homme était la connaissance absolue. Et d'où l'idée que il ne fallait pas faire d'anthropomorphisme, mais qu'on arriverait à comprendre les animaux sans avoir à passer par l'anthropomorphisme. On arriverait à cette connaissance absolue. Et ce qu'on a compris maintenant, et vous l'illustrez bien, c'est qu'en fait, il faut être beaucoup plus modeste que ça. Nous sommes finalement une espèce animale qui essaye de comprendre d'autres espèces animales avec toutes les limites de notre espèce. On essaye de le faire le mieux possible. Mais évidemment, il est bien évident que dans 20 ans, dans 30 ans, on en saura sans doute plus que maintenant. Inversement, il y a des choses qu'on a oubliées. Il est évident que les chevaux de mine, par exemple, il n'y a plus de chevaux dans les mines, on ne sait plus comment se comporte un cheval dans les mines. Donc on a oublié des choses, mais sur d'autres points, on en sait plus qu'il y a un siècle, et j'espère qu'on en saura plus dans un siècle. Norine Chai, comment tu réagis à ça? Parce que je pense que dans ton métier, l'anthropomorphisme, c'est au quotidien. Comprendre l'animal qui est en face de toi, est-ce qu'il a mal Alors, je retiens tout à fait ce que vous dites. Évidemment, c'est ce que j'ai dit au début, tu sais, l'intelligence, c'est d'abord une vision subjective du monde, et donc l'anthropomorphisme, il est de fait. Forcément, je ne peux pas avoir un cerveau différent du mien, que quoi qu'il soit, en fait. Ensuite, il y a l'anthropomorphisme j'allais dire, pragmatique, ou pratique, dans le sens où on fait de l'anthropomorphisme, négatif cette fois-ci, lorsqu'on projette notre vision sans prendre le temps, l'effort de regarder toutes les spécificités de l'animal qu'on a devant soi. Un exemple, je vois un orang-outan, il agit de telle façon. L'anthropomorphisme, on dirait, il agit comme ça parce qu'il doit avoir mal, il doit être jaloux ou autre. D'accord ? C'est l'anthropomorphisme de base, donc entre guillemets négatif. L'aspect scientifique ou le raisonnement adéquat face à une situation, à un comportement, serait de dire quel est dans la bibliographie tous les schémas comportementaux qui pourraient expliquer ça sur cette espèce-là.
à ce moment-là, on ne fait pas de l'anthropomorphisme. Même s'il est de fait, on fait un travail scientifique du coup. Et c'est ça qu'on veut éviter en fait dans le travail scientifique, éviter l'anthropomorphisme. Éviter l'anthropomorphisme, c'est faire l'effort exhaustif de comprendre tous les schémas comportementaux de l'animal qu'on a devant nous. C'est ça en fait, éviter l'anthropomorphisme. Et ne pas le faire, donc par paresse ou par impétuosité ou par prétention humaine, c'est faire l'anthropomorphisme. Ou par méconnaissance. Ou par méconnaissance. Et du coup, le corollaire de ça, je saute sur le corollaire et ça, c'était Théodore de Monod qui avait dit qu'en fait, les animaux ne veulent pas être aimés. Les animaux veulent être respectés. Et c'est la base, en fait, ce serait le fruit de toutes ces études d'intelligence animale, ce serait que enfin l'homme respecte l'animal. L'animal n'a pas besoin d'être aimé. Vous avez des propriétaires qui adorent leurs chiens, mais qui ont des comportements relativement inadéquats, on va dire, avec leurs animaux. Alors que si on respecte l'animal, on fait en sorte de le comprendre dans la mesure de nos capacités intellectuelles et bibliographiques. On fait en sorte de le comprendre pour mieux le soigner et le maintenir dans les conditions les plus favorables pour son espèce. Et c'est ça, en fait, je pense que le fruit de toutes ces études d'intelligence animale. Ça, c'est compliqué, parce que même avec nos enfants, parfois, on les aime trop ou mal. C'est compliqué comme débat. C'est encore un autre débat. Puisqu'on parle de ça, justement, alors, évidemment, c'est la question un peu piège, mais qui passionne tout le monde. Finalement, c'est quoi la différence entre l'homme et l'animal ? Il n'y en a pas. Il n'y en a des pas. animaux. D'accord. L'homme est un animal, oui. C'est ça. C'est qu'une question de degré. Hein, c'est ce que tu m'avais dit. Pour toi, partout il y a de l'intelligence. Ce que disait Darwin aussi. Partout il y a de l'intelligence. Il y a du vivant. En fait, il y a de l'intelligence. Partout il y a la vie, il y a de l'intelligence. D'accord. L'intelligence cellulaire. Donc le ver de terre est très malin. On n'a pas compris en quoi. Vous savez que le ver de terre. Moi, non, j'adore les vers de terre. Je ne rigole pas en disant ça, moi aussi. Hein. S'il n'y avait pas de vers de terre dans le monde, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Le ver de terre est hyper intelligent. Oui, je suis d'accord. Mais c'est compliqué pour nous de comprendre l'intelligence. Parce que c'est pas intelligible. D'accord. Mais tu il y a même des articles qui sont sortis récemment sur l'intelligence des plantes. Alors, si vous vous intéressez à ça, des arbres, le langage des arbres. Mais il y a des articles qui parlent des capacités de mémorisation de certains végétaux. Alors c'est peut-être des procédés chimiques, c'est peut-être des procédés qui ne passent pas par un système nerveux central comme le nôtre, mais néanmoins ça existe. Et c'est là où je te rejoins. C'est sûr que l'intelligence c'est juste un concept et on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Mais oui, pareil, comme l'espèce, l'espèce ça n'existe pas. Et d'ailleurs, l'animal, lorsqu'on parle d'animal, vous savez ce que c'est qu'un animal ? C'est juste une petite parcelle de la taxonomie du vivant. L'animal, c'est un métazoaire. Le reste, ce n'est pas les animaux. Virus, bactéries, champignons, je sais pas. Et l'homme n'est qu'une toute petite partie de l'animal. Super. Donc alors, ça veut dire qu'on est une juste, toute petite partie de tout. C'est ça. Les humains, ils apparaissent il y a 3 à 6 millions d'années selon les études. Les premiers animaux, c'est bien plus ancien que ça. Hein. Pas les derniers. Sur les premières bactéries, ça remonte, je sais pas, je vais dire des bêtises, je me souviens plus. Il y a une dernière publication. 5 millions ? Ouais, c'est milliards. Milliards. Enfin bon, bref, on est loin de l'apparition, bien loin de l'apparition des humains. Hein. Si vous vous amusez à ce que j'avais essayé de faire au collège, sur une feuille de tracer l'évolution de la vie, j'étais partie avec une feuille A4, je me suis retrouvée avec 15 feuilles dans ma chambre. Mais en fait, si vous vous amusez à faire l'évolution de la vie à l'échelle juste d'une horloge de minuit sur 24, je vais y arriver, sur 24 heures, vous vous rendez compte que l'humain, il apparaît même à midi, je vais y arriver, de minuit à midi, l'humain, il apparaît à minuit moins 2. Hein, c'est à midi moins 2, c'est rien du tout donc à l'échelle d'évolution à l'échelle de l'évolution. Et si on parle d'évolution de l'intelligence, si on part du principe qu'aujourd'hui vous avez des poulpes, des pieuvres qui sont considérées comme très intelligentes pour plein de raisons, les ancêtres des céphalopodes, on est à plus de 500 millions d'années.
Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y avait des intelligences très développées. On peut imaginer, hein, évidemment, parce que trouver de l'intelligence fossile sur du céphalopode, ça va être compliqué. Mais on peut très bien supposer que des comportements très évolués au niveau de l'intelligence étaient présents il y a très très longtemps, et on est 500 millions d'années avant l'apparition des humains. Donc là, on se rejoint aussi sur l'humilité par rapport à cette évolution purement anatomique et morphologique. Et lorsqu'on parle d'intelligence bactérienne, donc qui date de 3,5 milliards d'années, on se dit quelle est l'espèce la plus intelligente? Les bactéries qui ont vécu 3,5 milliards d'années, ou l'homme qui va vivre peut-être que... Peut-être pas longtemps. Peut-être pas longtemps. Donc, Éric Baraté, vous vouliez... Oui, juste pour dire qu'on est en train justement de sortir... non, pas du tout. D'une question typiquement occidentale, qui date de l'Antiquité. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal ? Et c'est très intéressant, pour rebondir sur les singes, vous avez une synthèse en anglais qui date de 2010, qui est une synthèse à l'échelle mondiale, où il y a des primatologues occidentaux et des primatologues japonais, puisque les Japonais ont été les précurseurs là-dedans. Et on voit très bien dans les articles, il y a toujours chez les éthologues occidentaux, même des gens très favorables, France de Waal, etc., la question, qu'est-ce qui différencie l'homme des animaux que j'étudie? Chez les Japonais, pas du tout. Ils n'ont pas du tout la même culture. C'est normal. C'est normal parce qu'en fait, dans la primatologie occidentale, une des raisons qui ont poussé des primatologues à justement travailler sur les grands singes, comme Jane Goodall, Birute Galdikas ou Diane Fossey, c'était justement d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a à l'époque 3 millions d'années, on va dire que c'est un humain et puis un australopithèque. Donc c'était des travaux de primatologues qui allaient sur le terrain pour comprendre le comportement des grands singes, mais avec une idée sous-jacente qui était leur mission en fait à la base, puisqu'elles avaient été envoyées par Louis Leakey, qui était un paléontologue, qui avait envoyé les Leakey Angels, il les appelait. Il les avait envoyés justement pour comprendre les comportements des grands singes, pour essayer de redéfinir l'espèce humaine. Donc c'est normal, l'objectif n'était pas le même. Alors que dans la primatologie japonaise, la question finalement du lien entre le comportement animal et les origines humaines c'était pas le premier objectif. Donc je veux dire, en tout cas une. Mais c'est relié à une vision culturelle beaucoup plus large. Parce qu'on voit bien comment cette question de la différence entre l'homme et l'animal, l'homme et les animaux, c'est une question qui a taraudé toute la philosophie occidentale. Et en fait, c'est une question qui naît à l'époque de la philosophie grecque, qui naît dans la pensée grecque antique, autour du 5e siècle. Et c'est une pensée qui naît à ce moment-là parce que la société grecque de l'Antiquité, on en fait toujours celle qui a inventé la démocratie. C'est une vision totalement biaisée. La société grecque de l'époque est une société très inégalitaire, très hiérarchisée. Pour elle, il y a les hommes libres et les esclaves, les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, les hommes et les animaux, les Grecs et les barbares. Et donc, elle pense le monde en termes de hiérarchie, en termes de pyramide. Et cette vision-là va être retransmise par les philosophes, par le christianisme ensuite qui la reprend, jusqu'à nos jours. Et même des gens, alors c'est vrai pour celles-là parce qu'elles sont parties sur cette question, mais même des primatologues qui ne sont pas partis sur la question de la distinction, reviennent toujours à ça. Et il faudra en sortir. Comme vous l'avez dit, il faut en sortir parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je rebondis. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si nous, ici en Occident, il faut qu'on prouve que les autres animaux que nous sont intelligents. Au Japon, c'est complètement aberrant comme question. Il faut plutôt leur prouver en quoi ils ne le sont pas. Et ça, je suis d'accord, c'est complètement culturel. On a une vision de l'intelligence animale en Occident où il y a encore un petit peu de travail. Et puis, comme vous avez vu, je suis d'origine norvégienne. En Orient, effectivement, c'est pas du tout la question. Nous, quand je dis nous, ma partie orientale nous avons une vision totalement différente. Tout est harmonie, tout est relié. Il y a une interconnexion avec. Tout est holistique. Et la différence entre l'homme et l'animal n'est pas une question de nature, mais c'est une question d'évolution plus spirituelle qu'autre chose. Mais c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Proprement parlé. Ce que je ne comprends pas, parce que souvent on nous dit ça, mais on voit que en Asie, je suis désolée, mais les civilisations asiatiques martyrisent autant les animaux que nous, n'ont pas, je trouve. On nous dit toujours, en Orient c'est différent. Enfin, dans la réalité, c'est pareil. Les chiens sont.
tous les animaux sont martyrisés. Mais en fait, tu vois, c'est en Chine, c'est surtout. Au Vietnam, en Chine, mais si tu pays, rentres dans une vraie philosophie orientale avec l'imprégnation de tout ce qui est bouddhisme, tout ce qui est taoïsme, il y a vraiment une notion d'harmonisation, d'homogénéité en fait de tous les êtres. Et après, tout ce que tu parles là, donc en Chine, au Vietnam, où on torture des chiens vivants, qu'on les met dans les grosses cages avant de les tuer, c'est plus de la je trouve pas le mot, un pouvoir peut-être sur un autre être, non, de manque d'éducation, de l'inculture. C'est plus de l'inculture qu'autre chose, je pense. D'accord. J'étais en train de penser, pour mettre un petit peu plus de gaieté là, par rapport à ce que tu disais. Tu parlais des... Pardon, c'est vrai qu'on n'est pas sur la souffrance animale, d'ailleurs, on est sur l'intelligence animale. Tu parlais des éléphants tout à l'heure, et des cornacs. Il y a des éléphants qui sont entre guillemets, ils sont utilisés par des cornacs encore aujourd'hui pour le travail dans les champs, et pour que justement les cornacs puissent le repérer, pour pas qu'ils puissent partir sur d'autres champs, ils ont des cloches autour du cou. Et ce que font certains éléphants, c'est qu'ils se mettent de la boue dans la cloche pour que justement ça ne retentisse pas et qu'ils puissent aller piller les champs, qu'ils puissent aller piller tranquillement les champs d'à côté. C'est excellent. Et si on parle sur les éléphants, on peut parler pendant les heures. Ah oui, les éléphants, oui. Et vous savez que les éléphants sentent avec leurs pieds. Ils ont des coussinets, en fait, des tissus fibreux et élastiques, en fait, qui sont extrêmement sensibles. Et les éléphants peuvent se parler en tapotant des pieds, comme ça, par vibration, à 10 km. Ils se disent, tiens, salut, toi, ça va? Ouais, oui, ça va. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. C'est de l'anthropomorphisme. Je suis d'accord. Vous voyez un exemple? Je suis contente, pour une fois, c'est pas moi. Et ils savent exactement si c'est un congénère, si c'est un autre troupeau, différent de leur. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, entre autres, anticiper le tsunami de 2004. Non seulement ils ont anticipé, mais ils ont alerté tous les autres animaux disant qu'il va y avoir un tsunami. Et ils ont pu sauver comme ça divers animaux et des humains. C'est beau, hein? Ouais. Alors, l'historien va peut-être dire que je dis une bêtise, mais moi, il y a un truc qui m'a bluffé, que j'avais lu dans un livre d'histoire, c'est que pendant la dernière guerre, à un moment à Londres, on a vu des centaines et des centaines de chats partir, on n'a pas compris pourquoi, et Londres était bombardée le lendemain. C'est-à-dire que donc c'était pas un tsunami, ils avaient compris, je ne sais pas comment, qu'il y avait quand même des gens loin qui mettaient des bombes dans des avions et qui allaient venir là. Il faut quand même le faire. Oui, on a beaucoup de témoignages aussi pour la Première Guerre mondiale où les animaux d'un camp faisaient la différence entre les obus. C'est-à-dire qu'au bruit de l'obus, ils savaient si c'était un obus français par exemple pour un cheval français, ils savaient que si c'était un obus français qui passait simplement au-dessus ou si ça serait un obus allemand. Et ils n'avaient pas du tout le même comportement. Et ça servait d'alerte. C'est un anglais, on peut continuer. Ça servait d'alerte pour les soldats, puisque les soldats, eux, n'entendaient pas aussi finement. Et donc, en fonction du comportement, ils savaient si ça allait leur tomber dessus aussi ou pas. Je crois qu'on n'est pas prêt d'avoir tout découvert. Il y a une très belle histoire aussi avec les chats. Il y avait un chat en Angleterre qui détectait en fait les morts imminentes. Et c'est Oscar le chat. Oscar le chat. En fait, c'est prouvé par rapport au système sensoriel. C'est ça. C'est scientifique. Oui, je dis c'est par rapport au système sensoriel, parce que les animaux sont dotés d'un système sensoriel qui est bien plus développé que le nôtre, et notamment Oscar. Mais il y a plein d'exemples comme ça que l'on peut noter. Mais en fait, c'est juste pour rebondir sur l'histoire d'Oscar. C'est dans une maison de retraités. C'était un chat qui se mettait sur le lit du patient qui allait mourir le lendemain. Ah, c'est sympa. On a vraiment pas envie de le voir, ce chat. Oui, non, casse-toi. Parce que moi, j'avais commencé à travailler sur un documentaire qui s'appelait Les animaux du mystère, eux seuls le savent. Et en fait, tout ça, c'est lié à leur système sensoriel. Mais il y a plein d'anecdotes que j'ai pu aussi noter, et des choses extraordinaires. Alors bien sûr, scientifiquement, nous, on peut parler d'autre chose, mais les scientifiques, vous parlez de système sensoriel. C'est cela ? Oui. Oui, bien sûr. On sait qu'il y a une détection du stress chez les animaux. Voilà, et puis après, on n'explique pas tout, heureusement. Oui, tout à fait. Oui, mais bon. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui s'expliquent uniquement par des
par des sensations. En plus, on ne maîtrise pas tout dans leur capacité sensorielle en fonction des espèces. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir. On pouvait croire qu'Oscar était un chat qui était voyant. Non, mais en ça, fait, c'est c'est comme pas le du tout poulpe, ça. Voilà, le non, poulpe qui voit mais c'est uniquement parce qu'ils victoires de ont la un Coupe du système justement pour détecter aussi les problèmes, je veux dire, de tremblements de terre, de tsunami, parce que justement, ils ressentent beaucoup plus les vibrations et les énergies. Et ça, je le constate au quotidien, rien qu'avec mon chien. Voilà. Mais il y a des choses qu'on peut même, à l'heure actuelle, pas expliquer. Les pigeons voyageurs, tout bêtement. Les corneilles ou des oiseaux qui arrivent à cacher 6000 à 8000 graines dans 8000 cachettes différentes et qui les retrouvent 6 mois après. À part on sait pas, on sait toujours pas comment ils le font, comment ils font. Comme on ne sait pas en fait comment font aussi les autistes pour. Pour les oiseaux qui cachent, là, c'est le casse-noix de Clark, en fait, il cache à peu près 10 000 ses noix dans 10 000 endroits différents, c'est dans des montagnes en haute altitude. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que au moment où il les cache, il met des petits repères visuels, des brindilles, etc. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'il peut très bien neiger entre-temps. Donc lui, pendant ce temps-là, il est descendu à des... C'est l'âge de glace. Il descend à des altitudes un petit peu plus propices. Dites pas ça, j'adore l'âge de glace. Oui, c'est génial ce film. Et en fait, donc 6 mois après, il remonte et il retrouve. Alors, il ne leur retrouve pas 10 000, hein, j'aimerais bien dire ça, mais il ne leur retrouve pas 10 000. Il leur retrouve bien, en tout cas, il leur retrouve à peu près dans les 3 000. Et parfois, des fois, elles sont encore sous la neige. Donc, ces repères spatiaux ont parfois disparu. Et c'est vrai qu'on n'explique pas tout. Les pigeons voyageurs, ils ont tout essayé. Hein. Ils les ont anesthésiés, ils les ont mis dans des containers, ils leur ont mis des aimants pour pouvoir brouiller le champ magnétique. Et les pigeons, ils rentrent. Hein. Donc, on n'explique pas tout. Hein. Alors, on va donner la parole à la salle parce que on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous allez reprendre le micro. Actuellement, moi, je m'occupe. Je me suis toujours intéressée aux animaux et je travaillais pour 30 millions d'amis. Puis j'ai travaillé pour Frédéric Lepage, notamment où vous avez fait l'Arche de Norine. Oui. Tout à fait. Oui. Et moi, c'est bien Norine, c'est pas le même Norine. Si, c'est le même. Hein. Et en fait, actuellement, je m'occupe donc d'un documentaire concernant des chevaux et les champions de saut d'obstacles. Que pensez-vous de ces animaux communicateurs? Est-ce que réellement ils ont leur place ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement farfelu? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. En fait, entre l'homme et l'animal, il y a une différence pour moi. La seule différence, c'est la parole. Et l'animal communicateur, jusqu'à présent, hein, voilà. Mais que pensez-vous de ces personnes, de ces animaux communicateurs comme Laïla Del Montes? Les animaux communicateurs, déjà, je ne connais pas. Je sais pas alors, ce que c'est. Moi, j'en pense. C'est quoi? Tu peux nous expliquer? Alors, j'explique, ouais. Oui. Alors, l'animal communicateur, c'est une personne qui parle aux animaux. Ah oui, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voilà. Ça m'intéresse alors. Et alors, ça peut paraître farfelu, mystique. C'est Frédéric Pichard qu'on a eu à l'université d'été. Moi, personnellement, j'ai fait de la télépathie avec les dauphins et qui retrouve vraiment régulièrement son dauphin. Le problème, c'est qu'on met des mots sur des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes. Lorsqu'on parle télépathie, tout de suite, on dit oh là là, c'est farfelu. Oui, ça fait bizarre tout ça. C'est bizarre. Et en fait, il y a vraiment, pour dire vrai, j'ai testé, mais pas moi. Hein. J'ai testé des animaux communicateurs. Donc, non, une autre personne, je ne vais pas citer le nom. Je lui ai posé certaines questions sur des animaux de la ménagerie, dont elle ne connaît absolument pas le contexte, des animaux à la fauverie, par exemple, ou dans d'autres services. Et ce qu'elle m'a dit, c'est juste hallucinant. Donc, elle n'est jamais venue à la ménagerie, elle ne connaît pas le contexte, elle ne connaît pas les soigneurs, elle ne connaît pas l'animal. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est bluffant. Donc, c'est un cas particulier, et j'en ai beaucoup de cas particuliers comme ça. Donc, pour ce thème animal communicateur, je vais, loin de moi, de rejeter ce concept. Mais en revanche, c'est important de bien codifier pour éviter tout dérapage ou tout charlatanisme. C'est pas le mot.
Mais pour reprendre l'exemple de Frédéric Pichard, qui est donc venu avec toi à l'université d'été, c'est un hasard, elle a rencontré ce dauphin. Donc, quand on dit elle fait de la télépathie, c'est vrai que ça fait un peu ridicule. Enfin, attends, elle pense à lui, elle lui donne rendez-vous, il est là, il n'a pas le téléphone. Hein. Donc, elle le retrouve parfois à Royan, très souvent à Brest. Il y a eu des images qui ont été prises, et il l'attend, elle se déshabille, elle y va, et il passe, on a vu les images, elle passe... Pourquoi tu ris? Non, Norine, tu ris? Non, je ris parce que j'ai un autre exemple. Elle passe 2 heures avec lui à danser, à dormir... Donc moi je veux bien, les gens quand je leur dis ça, ils se disent ouais, elle est gentille, je sais pas ce qu'elle a fait, elle a pris, mais ça va être bien. Non, il y a un moment où il y a un truc. Est-ce qu'il y a un 6e sens je sais pas, un truc qu'on connaît pas encore, mais il y a quelque chose en tout cas. Ben, vous savez que les tapirs ou les chevaux, de façon les équidés, ressentent vos battements cardiaques. Hein. Donc rien de ça, vous avez une communication au-delà de la parole, au-delà même de l'olfaction, c'est une véritable vibration. Les animaux ressentent les infrasons, vos battements cardiaques, donc ils connaissent exactement votre ressenti. Je parle du tapir parce qu'on a un tapir à la ménagerie. Vous pouvez venir le voir, il va très très bien à la ménagerie. J'ai les plantes, donc. Et moi, les soigneurs qui travaillent avec ce tapir, on a vraiment une relation particulière avec lui. Et je ne parle pas d'anthropomorphisme ni de communication, mais il y a des choses que j'observe en tant que scientifique, en tant que vétérinaire, qui sont assez bluffantes. Donc je ne vais pas les dire ces exemples, mais c'est bluffant. Il y a une vraie communication qui se passe avec l'animal, qui va au-delà de la parole, au-delà du... Dites-le. Non. Non, mais c'est pour vous dire que non, pour moi, c'est pas farfelu. Et juste pour finir, à la prochaine université, on va avoir une coach qui travaille avec des chevaux. Les Américains sont très forts là-dessus, donc elle a traduit beaucoup de livres, évidemment j'ai oublié son nom, qui a écrit Le Tao du cheval, enfin elle a écrit plein de livres. Ce qu'elle raconte est juste hallucinant, et les chevaux sont des animaux vraiment thérapeutiques. On arrive à soigner certaines maladies, pas toutes, mais des femmes violées notamment, on fait des expériences dans les prisons incroyables, parce que le cheval, en effet, sent des émotions que vous-même, vous ne sentez pas. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez l'impression que vous allez vachement bien, le cheval, il a des réactions étranges, et en effet, on va vous faire travailler, et on va se rendre compte qu'il y a des traumatismes un peu profonds, etc. Et c'est vrai qu'il y a des animaux, je pense, thérapeutiques. Le cheval, enfin moi j'ai 3 chevaux, je peux vous assurer que c'est vraiment des animaux incroyables, dont on ne connaît pas la moitié de l'intelligence, pour le coup. Voilà, mais même les chats, pour les gens qui ont des chats, un chat qui ronronne, on sait que ça a un effet bénéfique sur le stress, ça fait retomber la pression. Après, pour les dauphins, c'est même chose. Enfin, non, c'est pas exactement la même chose chez les baleines, mais les dauphins ont une forte communication aussi par écholocation. Ça peut être sur des milliers de kilomètres. Les baleines, c'est pareil, c'est pas de l'écholocation pour les baleines, mais ça peut, par des communications parfois complexes, ce que certains appellent le chant, ça peut traverser les océans. Donc, nous, on est à notre échelle de communication très proche en termes d'espace, mais pour certains animaux, les espaces sont bien plus grands que ça. Ça se trouve, le dauphin de Frédéric dit « Oh, elle est là, ma gonzesse, tiens, j'y vais vite. » Non, mais c'est vrai, ça se trouve, il la sent venir, c'est incroyable. Oui. Oui, juste pour dire qu'il y a effectivement le côté animal, mais il y a aussi le côté humain, c'est-à-dire que les hommes sont différents les uns des autres par rapport aux animaux. Il y en a qui sentent ou qui ressentent l'animal, d'autres qui ne ressentent rien. On le voit très bien. Exactement, on le voit très bien quand on lit les témoignages humains. Certains passent totalement à côté et d'autres ont de bonnes idées, ont de bonnes intuitions. Ils ne savent pas forcément les expliquer, mais ils ont les intuitions. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Hein. Il y a aussi des animaux qui nous ressentent mieux que d'autres, ou des individus qui nous ressentent mieux que d'autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi, je voulais revenir sur la question d'avant parce que j'avais jamais entendu parler des animaux communicateurs. Moi, tout de suite, tout de suite, quand je vous entends le décrire, ça me fait penser charlatanisme immédiatement. Est-ce que ça a été testé par un observatoire zététique ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des tests vraiment pour voir s'il y avait une quelconque once de véracité derrière ces affirmations? Oui, il y a un scientifique qui s'appelle Rupert Sheldrake qui a été prix Nobel de sciences et qui travaille beaucoup là-dessus. Je ne sais pas où vous êtes en fait. Oui, moi non plus, je ne vous vois pas. D'accord.
Ah d'accord. Ah, Il est juste sous la lampe, c'est pour ça d'accord. qu'on a du mal. Et à voir. oui, il y a des études qui ont été faites, mais vous savez, il y a plein d'études qui sont faites pas seulement sur la communication homme-animal, mais d'autres phénomènes, entre guillemets, inexplicables ou inexpliqués actuellement, mais qui sont rejetés parce que ça ne rentre pas dans un dogme universitaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais avec des méthodes en double aveugle, etc. Enfin, des vraies méthodes, des vraies développés scientifiques, etc. Tout à fait, oui. Ok. Enfin, je pense qu'en effet, on est au démarrage quand même de ce genre de connaissances. Certainement, je comprends du coup qu'il y a des gens un peu sceptiques. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Déjà, je tenais à vous féliciter pour cette conférence. C'est très bien de pouvoir parler de l'intelligence animale. On en entend très peu parler. Je voulais réagir sur le dauphin, peut-être un cas d'anthropomorphisme. Beaucoup de personnes perçoivent un sourire sur le dauphin. Vous pouvez peut-être me contredire, hein. Bon, j'invite en même temps les personnes à ne pas aller dans les parcs marins juste parce qu'ils pensent que les animaux sont heureux là-bas. Le dauphin sourit, on va dire, naturellement, mais c'est pas parce qu'il est heureux. Justement, on a perçu de rares fois des chimpanzés à la naissance avec un éventuel sourire. Vous qui avez étudié les primates, anthropomorphisme, dites-moi. Ouais, spontanément, j'aurais tendance à vous dire un chimpanzé qui sourit, méfiez-vous. Voilà. Parce qu'en fait, en fonction des espèces de primates, vous avez plein de mimiques différentes. Alors, il y a des espèces de macaques qui sont extrêmement performants enfin, performants, c'est pas le mot, mais ils ont encore une grande variabilité de mimiques. Chez les chimpanzés, vous avez plein de mimiques qui peuvent être de la menace, qui peuvent être de la soumission, qui peuvent être de la séduction. Mais le sourire, j'ai envie de dire, faut vraiment regarder le contexte dans lequel il apparaît pour se faire une idée un petit peu plus précise. On peut pas. En l'occurrence, c'était à la naissance d'un chimpanzé. Donc, oui, bon là, a priori, à la naissance, il est quand même moins dangereux que quand il est adulte. Mais le sourire d'un chimpanzé à la naissance, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple. Je manquerai pas de poser la question à notre collègue Sabrina Krief, qui travaille sur les chimpanzés en milieu naturel depuis très très longtemps, qui en a peut-être Et qui vu. sera la prochaine université. Très bien. Voilà, faut y aller. Vous lui poserez la question. je comptais vous voir tout à l'heure, ça tombe bien. Mais en tout cas, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a du rire chez les chimpanzés, il y a du jeu, il y a de la satisfaction, mais interpréter un sourire comme le nôtre, c'est plus complexe que ça, je pense. Eric ? Je vous renvoie, je crois que c'est disponible sur Internet, à une vieille émission d'Apostrophe où il avait invité Jacques Vauclair, un éthologue français, et France Deval. Et benoîtement, Pivot pose la question, est-ce que le chimpanzé rit ? Et alors on a eu deux réponses totalement différentes, mais qui illustrent bien. Jacques Vauclair s'est drapé dans sa dignité d'homme et a dit non, le chimpanzé ne rit pas. Et en fait, il pensait à la définition du sourire, le sourire humain. Et c'est toujours le problème, c'est que lorsqu'on donne une définition, il faut toujours penser à ne pas donner une définition qui soit la définition humaine. Parce que si évidemment le sourire, c'est selon la définition humaine, les autres animaux ne sourient pas. Et France Deval répond, mais si, je vais vous expliquer que le chimpanzé rit, et il donne une autre définition du sourire. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait penser à la définition du concept. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de sourire ? Si on met uniquement la définition humaine, le débat est vite... C'est très intéressant ce que vous dites, parce que Jacques Vauclair, justement, lui, il a une formation de psychologue à la base, avec un intérêt central au départ pour les humains, c'est pas un défaut, et ensuite il s'est intéressé à d'autres primates comme les babouins par exemple, alors que Franz de Waal, lui, son centre d'intérêt au départ, c'est les chimpanzés, c'est pas les humains. Donc j'ai envie de dire, c'est nos questionnements de départ dans nos formations ont forcément une influence sur la manière dont on va interpréter les choses après. Et la difficulté, c'est d'essayer de rester le plus objectif possible par rapport à ce qu'on observe et essayer de parler. Alors, on interprète toujours à chaud, mais une fois qu'on a interprété à chaud, il faut redescendre, il faut bosser un petit peu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour mieux comprendre le contexte dans lequel on a observé et mieux comprendre l'espèce qu'on étudie et mieux comprendre l'individu en lui-même au sein même de son groupe. Et c'est ça qui est assez passionnant. Une dernière question, après je vous laisse. Au début, vous avez réagi sur l'intelligence intelligible. Admettons qu'on arrive à prouver que l'animal est intelligent. Est-ce que ça peut nous permettre de mieux le protéger, de mieux le sauver, mieux le préserver ?
Il n'y a pas à prouver que l'animal est intelligent. En revanche, il y a... À le faire savoir, peut-être. Ouais, en fait, vous savez, les animaux, si vous voulez protéger les animaux, il faut juste protéger les écosystèmes. Et on fait souvent l'amalgame entre sauver les animaux et sauver la planète. Mais ce que vous voyez dans ce qui se passe à l'heure actuelle, si on digresse mais très rapidement, sur la 6e extinction, où l'homme détruit l'environnement, mais il est à la fois victime, témoin et acteur de cela. Donc la question en fait de fond de toute cette conservation, de préservation de la nature, c'est la survie de l'homme. La planète, lorsque l'homme partira, elle va continuer à survivre et puis à vivre naturellement. Donc il y a pas ça c'est la première chose. Conservation, préservation, c'est un amalgame de dire faut sauver la planète. Non, si vous continuez comme ça, si on continue comme ça, c'est pas la planète qui va être détruite, c'est l'espèce humaine. Ça c'est la première chose. Ensuite, si vous regardez dans toute l'évolution, l'histoire de la conservation, les animaux qui survivent le mieux, c'est quand on les laisse tranquilles simplement. C'est les écosystèmes qu'il faut protéger. Tchernobyl, qui a été un no man's land à cause de l'accident nucléaire, est devenu presque, entre guillemets, un Éden pour les animaux parce que la nature a repris ses droits. Donc, sauver l'animal, c'est d'abord sauver son habitat. Et la première menace de l'habitat, c'est la destruction donc, des écosystèmes par l'homme. Mais on se sert de leur intelligence pour mieux les exploiter. Je ne pense pas qu'on se sert de l'intelligence pour mieux les exploiter. Au contraire, on refuse leur intelligence pour mieux les exploiter. Si vous commencez à dire que les vaches sont intelligentes, beaucoup de gens n'iront plus manger de la viande. Et le pauvre cochon. Et le pauvre cochon qui est hyper intelligent, parce que justement, on refuse de voir qu'ils sont intelligents, qu'on les exploite. Et si on commence à voir qu'ils sont intelligents, là, il y aura un problème de conscience. Et du coup, là, on va commencer à les considérer différemment et vous allez avoir un gros choc agroalimentaire. Et vous ne mangerez plus de saucissons. Et en même temps, moi, ce qui me dérange dans ce type d'argument, même si on est d'accord sur le principe de la conservation, etc., c'est qu'utiliser l'intelligence pour dire cette espèce-là, je vais caricaturer un peu, cette espèce-là, elle est intelligente, on la protège, cette espèce-là, elle est moins intelligente, on la découpe, on la bouffe, ça me gêne. De la même manière que nous, dans nos expériences scientifiques, alors au muséum, on a la chance, je dis bien la chance, d'avoir un comité d'éthique qui est relativement pointu. Je dis, on a la chance d'avoir un comité d'éthique très pointu. Pour vous donner un ordre d'idée, ne serait-ce que pour aller filmer les animaux en parc zoologique, juste pour les filmer, comme n'importe quel visiteur, j'ai dû remplir 20 pages de dossiers éthiques. Et je dis, tant mieux, de saisine, ouais, Cuvier. Et je dis, tant mieux. La seule chose qui m'embête, c'est que dans ces arguments éthiques, on va dire, bah voilà, est-ce que telle espèce, est-ce qu'elle est intelligente ou pas ? En gros, je caricature, si elle est intelligente, je ne peux rien faire. Si elle est considérée, je dis bien considérée comme stupide, bah, c'est bon, allons-y, je fais ce que je veux. Et ça me dérange. Pour moi, l'aspect éthique, il doit s'appliquer au plus grand nombre et pas à certains, et encore moins pour des critères d'intelligence. C'est mon avis. C'est le principe de l'éthique, d'ailleurs. Mais... Ah ben, que c'est des pauvres bêtes. On dit, moi, ce que je vais vous répondre, c'est que pour n'importe quel animal, aujourd'hui, on a les moyens de ne pas les faire souffrir. Ne les faisons pas souffrir. Point final. Voilà. Il y avait juste Eric Barat. Oui, pour rebondir sur votre question, à la fois, il faut effectivement sortir de cette idée de juger par l'intelligence, et en même temps, votre question montre bien à quel point nous, comme occidentaux, on a été complètement configurés par cette vision-là, vision philosophique. Ce que vous dites, effectivement, si l'espèce est intelligente, on va la considérer. C'est un effet direct du cartésianisme de Descartes. Je pense, donc je suis. Si on est intelligent, on existe. Si on n'est pas intelligent, on n'existe pas. Et toute notre culture occidentale s'est consolidée là-dessus. Et il faut effectivement en sortir, mais ça veut dire qu'il faut vraiment changer une manière très large de voir les choses. Révolution de pensée. C'est une révolution de pensée. Absolument.
Il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à cette question d'éthique aussi, c'est que dans le monde expérimental, pour les invertébrés, en fait, on n'a pas à faire de dossier éthique, sauf pour les céphalopodes. Les loutres, je suis fatiguée. La loutre est un céphalopode, c'est le scoop du soir. Sauf pour les céphalopodes, c'est-à-dire les pieuvres, les poulpes. Pour un critère simple, c'est qu'ils sont intelligents. Ça me gêne. Là, je pense que là-dessus, on a bossé sur l'aspect éthique dans le monde scientifique. Oui, je voulais juste, vous parliez de Sabrina Krief, et je voulais dire que nous avons organisé ici, en décembre dernier, un colloque qui s'appelait Animalement Nôtre, auquel a participé Éric Baratet d'ailleurs. Et Sabrina Krief a fait une présentation, une petite conférence qui a été filmée et qui se trouve sur le site de la BPI. Et elle parlait justement des singes et de tout son travail sur les compétences en matière de soins des plantes qu'ils utilisent énormément de parties de plantes pour se soigner. Et donc voilà, je voulais vous le signaler. Merci, je crois qu'on a le temps d'une question. Je voulais revenir sur la question de l'Antiquité, la différence des hommes et des autres animaux. Pas pour être simpliste, mais il me semble que les autres animaux, si tous leurs besoins sont satisfaits, ils ne changent pas à grande échelle de comportement. Que l'homme, je ne sais pas si c'est par l'ennui ou le manque de sagesse que vous racontez avant, il va consommer plus, il va changer de comportement, il va chercher plus loin. Est-ce que vous avez des exemples que les animaux qui changent de comportement par ennui ou lapse de sagesse? Alors, alors là, on est vraiment dans une vision très occidentale, hein, cette dichotomie entre l'homme qui évoluerait, qui aurait le savoir, etc., et l'animal ou les animaux qui ne l'auraient pas. C'est vraiment quelque chose qui a été configuré dans notre culture occidentale. En réalité, ce qu'on voit maintenant quand on s'intéresse à l'histoire des animaux vraiment côté animal, ce sont des changements de comportement, ce sont des adaptations. Alors, on est trop au début des études pour pouvoir aller aussi loin que ça. Je pense aux loups, par exemple. Il y a toute une controverse actuellement sur les loups qui seraient pour les uns dangereux, qui seraient pour les autres inoffensifs. Et il y a un historien français, Jean-Marc Morisseau, qui a fait tout un travail sur l'histoire des loups, et notamment la période 14e, 18e siècle, où il y a eu des attaques de loups sur des hommes. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Et ça a donné un débat assez tendu, mais très intéressant, entre lui qui disait j'ai des témoignages comme quoi les loups ont attaqué tel enfant, etc. C'est l'époque de la bête du Gévaudan. Et les éthologues actuels, étudiant les loups actuels en Sibérie, au Canada, disant non, le loup n'attaque pas l'homme. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans la controverse, personne ne pensait à postuler l'idée d'évolution, de changement de comportement, d'adaptation du loup. Et en fait, il semble probable que le loup s'est adapté pendant un moment à une modification environnementale. C'est une époque où on défriche beaucoup, où il y a une pression croissante, et il y a encore suffisamment de loups, et manifestement, ce loup, entre guillemets, en surnombre par rapport aux conditions qu'on est en train de lui faire, eh bien, va varier ses proies jusqu'à aller attaquer des humains. Et à partir de la fin 18e, 19e siècle, ils sont tellement peu nombreux, parce qu'en réaction à ces attaques, on lance des campagnes d'éradication, ils deviennent tellement peu nombreux que finalement, ils trouvent suffisamment dans l'environnement et non plus à se replier sur l'homme. Donc il y a une adaptation comportementale auquel il faut de plus en plus penser. Et si on pense à ça, la distinction entre l'homme qui s'adapterait, qui changerait par plaisir ou par ennui et les animaux, à mon avis, elle va tomber à l'eau petit à petit. Ouais, c'est sûr que les animaux, ils évoluent en permanence et le comportement, il n'échappe pas à ça. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Vous allez avoir des espèces et des individus qui vont changer de comportement en fonction des modifications de leur milieu. Et dernier point, quand vous avez une corneille qui prend un couvercle pour faire de la luge, vous trouverez ça sur Internet très rapidement.
la nécessité pour survivre d'une corneille pour faire de la luge, j'ai un peu de mal à la trouver. Il y en a peut-être une, mais je suis pas dans tous les chapitres de mon livre sur l'intelligence, donc peut-être que je l'ai pas encore trouvée, mais honnêtement, je peux... Alors, il y a 2 exemples. Il y a cet exemple-là, effectivement, où il consomme et puis c'est un petit montage, mais vous en avez d'autres où il y a vraiment du jeu et des notions de plaisir qui existent sans but non plus... Dorine, 2 minutes, parce qu'après on et prend pour une dernière répondre à question. votre question de façon plus pragmatique, il y a un philosophe et psychologue qui a répondu à votre question sur le besoin et l'épanouissement de l'humain. C'est Maslow. Et il a fait vous pouvez taper Google Maslow, pyramide de Maslow. Donc il répond comment l'homme peut atteindre un certain épanouissement personnel. Et on a appliqué cette pyramide de Maslow sur l'animal. Et vous verrez qu'en fait, l'animal répond à des besoins, mais il va au-delà de la réponse du besoin pour avoir une plasticité comportementale. Une dernière petite question, parce qu'on a plus que... Enfin, si vous voulez un peu discuter avec nos auteurs et signer quelques livres, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je vais juste rebondir sur tout à l'heure vous parliez donc du cheval comme animal thérapeute. Donc ça m'évoque tous les champs de la zoothérapie qui peuvent être développés. Et quand on parle de zoothérapie, justement, c'est homme-animal. Et je voulais juste savoir si vous aviez connaissance d'observation ou d'expérience de zoothérapie, mais d'animal à animal, d'animal qui se soignerait d'interespèce. Il existe pas mal d'anecdotes, d'aides interspécifiques. J'ai un exemple dans la tête d'une lionne qui a recueilli un oryx en Afrique. C'est en Namibie d'ailleurs. On a l'exemple de dauphins avec l'homme. J'ai pas un exemple comme ça. Oui, il y en a plein. plein. Avec la chèvre, je me souviens, on avait donné une chèvre à un lion, il voulait pas la manger, c'est devenu sa copine. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Si, je te jure. Hein. Je te jure. Les gens étaient sur ils voulaient pas manger la chèvre. Par contre, l'idée c'est un lion végétarien. Oui, ça existe. Pourquoi pas Alors, il y a l'empathie, il y a l'altruisme, mais il y a aussi le comportement maternel, mammifère, affectif, qui est très fort en fait chez les mammifères. Cette relation en fait, la mère et l'enfant, il peut être projeté. Enfin, ça c'est une interprétation, hein, projeté sur d'autres espèces. Mais il y a beaucoup d'exemples d'entraide, notamment chez les éléphants. Et on a un exemple d'une femelle bonobo qui a récupéré un étourneau dans un parc zoologique qui s'était cogné contre une vitre, en sachant qu'un bonobo peut très bien manger un oiseau. Hein. Et donc elle a récupéré cet étourneau qui était étourdi. Elle l'a un petit peu secoué pour l'aider à reprendre ses esprits. Ça ne fonctionnait pas. Elle est montée en haut d'un arbre. Elle lui a ouvert les ailes. Elle l'a lancé pour qu'il reparte. Et il est retombé dans l'eau. Elle est allée le chercher dans l'eau et elle l'a protégé jusqu'à ce qu'il puisse s'envoler. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est très joli, bon, voilà, mais c'est surtout c'est entre espèces, parce qu'au sein de la même espèce, ça existe. Des fois, il y a effectivement des liens de parenté qui sont directement liés, mais ça existe aussi sans lien de parenté et entre les espèces. Et ça, c'est assez bluffant, oui, d'un point de vue. Je remercie Emmanuelle parce qu'elle nous fait une très belle conclusion avec une belle histoire qui nous montre qu'on a encore plein de choses à découvrir. Non, parce que sinon, on y est encore jusqu'à minuit, parce que c'est tellement passionnant qu'on ne peut pas s'arrêter, quoi. C'est un sujet exceptionnel. Donc là, il y a encore un petit quart d'heure avant, je crois, pour la salle, pour que vous puissiez profiter de nos auteurs et puis signer des livres, si vous en avez envie, parce que c'est des livres passionnants. Moi, je vous donne rendez-vous, en tout cas, je remercie beaucoup la BPI de nous avoir reçus. C'est formidable. On va pouvoir avoir en replay d'ici 2-3 jours ce qui s'est passé. Donc, si vous avez envie de le revoir en boucle ou de l'envoyer à des amis, faites-le. Si vous avez envie de venir à l'Université d'été de l'animal, c'est le 25, 26, 27 août en Bretagne. Et sinon, le site L'Animal et l'Homme, c'est le rendez-vous de l'intelligence animale avec plein d'infos, donc vous trouverez plein de choses. Voilà, et là, on va voir les livres de nos amis. Et merci à vous, c'était passionnant comme toujours. Oui. Donc du coup j'ai un très court mot de la fin, puisque Yolène de la... Mais non, mais aucun souci, Yolène. Donc, grand merci vraiment à nos intervenants de ce soir et malheureusement, voilà, Tariq Tchekcha qui n'a pas pu nous rejoindre. Énorme merci à Yolène de la Bigne avec qui nous avons travaillé très étroitement, voilà, qui a coordonné cette soirée. Alors, la soirée a été filmée grâce à nos techniciens. Vous pourrez donc la retrouver plutôt d'ici une semaine, en podcast, sur le site, voilà. Je vous invite ensuite à retrouver les auteurs. Il y a une vente signature voilà, à l'accueil. Vous pouvez aussi, bien entendu, retrouver leurs ouvrages à la bibliothèque.
Et donc, eh bien, et s'il vous plaît, rendez-nous les questionnaires, ça nous aide beaucoup à savoir comment vous avez pu entendre parler, voilà, des soirées que nous organisons. Un grand merci à tous, bonne soirée.